Bonsoir à vous tous. Donc, nous sommes, je pense que c'est le 16e webinaire que nous organisons au niveau de la RS Île-de-France dans le groupe chirurgie, cette fois-ci sur la problématique de l'admission à J0. Et lorsqu'on a abordé ce sujet au sein de l'ARS, certains de mes collègues m'ont dit « mais c'est un sujet qui n'est plus d'actualité, parce que tout le monde rentre à J0, est admis à J0 ». Et en fait, en discutant au sein du groupe thématique chirurgie, on s'est aperçu que ce n'était pas tout à fait la pratique recommandée, probablement très utile, probablement très intéressante pour tout le monde, mais non mise en œuvre par tous les établissements. Donc c'est pour cette raison que d'une part, on a décidé d'organiser ce webinaire et d'autre part, on a décidé de réaliser un appel à projet qui va être ouvert la semaine prochaine. Donc c'est un peu une explication de texte, une motivation pour que vous puissiez postuler à cet appel à projet dont l'objet sera de soutenir les uns les autres. Alors pour ce webinaire, on a la chance d'avoir 3 modérateurs animateurs. Il y a Jean-Christophe Paquet, qui est chirurgien digestif au centre hospitalier Longjumeau, futur groupe hospitalier Nord-Essonne, et qui fait partie du groupe thématique chirurgie de la RS Île-de-France. Nous avons également Madame Marie-Paul Soli, qui est coordinatrice du soin et directrice de la qualité au CHSF, au centre hospitalier sud-francilien, et le professeur Marc Bossier, qui est médecin anesthésiste réanimateur, qui est président de la CME de l'IMM, et qui fait partie aussi du groupe thématique chirurgie. Donc, je vous passe la parole et donc je vous indique que vous pouvez poser bien sûr des questions sous forme de chat et ces questions seront, on y répondra, enfin les intervenants y répondront en fin de séance. Donc, bon travail à chacun d'entre vous. Bien, merci Henri-Jean. Moi, je suis très content de faire partie des animateurs de ce webinaire sur un sujet aussi passionnant et sur lequel il y a beaucoup de choses à dire et certainement beaucoup d'expériences à partager. Donc, on va réserver un moment pour la discussion plutôt à la fin des présentations. Et donc, on va commencer tout de suite et j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter, pour ceux qui ne connaissent pas, mais il ne doit pas y en avoir beaucoup, le professeur Jean-Pierre Bétou, qui est professeur émérite de chirurgie viscérale et digestive. Bonjour à tous. Et qui a été, on va dire, le pionnier en France du concept d'hôtel hospitalier. Il a participé à la création de l'ORCA en 2015 et il a porté dans à peu près toutes les instances médicales, politiques et administratives ce concept d'hôtel hospitalier jusqu'à réussir. Et je crois qu'on lui doit beaucoup à une reconnaissance de ce concept et une valorisation des séjours en hôtel hospitalier. Donc, ça fait quelques années qu'il réfléchit sur le sujet. Et Jean-Pierre, on t'a demandé de nous parler des lits dans l'hôpital de demain et de nous faire part de ton expérience et de ta réflexion là-dessus. Bien, bonjour à tous. Donc, effectivement, accueillir les patients à J0, en fait, c'est poser la question de l'utilité de les héberger la veille pour le lendemain. Et donc, en fait, c'est poser la question de qu'est-ce qu'un lit d'hôpital, en final. Alors, remontons un tout petit peu dans le temps. Au tout début, au Moyen-Âge, quand on a construit les premiers hôpitaux, les hôtels-dieux à l'époque, on les avait comme ça, il s'agissait essentiellement d'héberger les indigents. Vous voyez, des fois, on les mettait 2 par lit, donc il fallait les nourrir, accessoirement leur pratiquer quelques soins et surtout de l'hygiène. Et puis, le reste de la population, à l'époque, était soigné à domicile, en gros. Alors, la fonction d'hébergement était effectivement prédominante à cette époque-là, car les soins étaient les plus limités, il y avait très peu de traitements, purges, saignées, pansements, une chirurgie des plus restreintes avec l'amputation. Il y avait quand même des ablations de corps étrangers, des parages de blessures, mais dans l'ensemble, les soins n'étaient pas très développés. Donc, c'était surtout de l'hébergement. Mais à partir du 19e siècle, évidemment, tout va changer avec l'apparition de l'antisepsie, de la sepsie, de l'anesthésie, de la bactériologie, etc. Et la densité des soins qui vont être administrés aux patients dans les lits d'hôpitaux va être de plus en plus invasive. Et la densité va croître de manière exponentielle. Alors, on peut rappeler les premières perfusions de
en 1831, les premiers cathéters en plastique en 1946, l'apparition des cathéters et de contrôle en 1964, et puis en 1964. Et en fait, au XXe siècle, le lit d'hôpital devient de plus en plus spontanément un lit support à vocation de soins plutôt que lit d'hébergement. Alors, ça a justifié même l'existence des hôpitaux avec leur lien étroit avec la délivrance des soins. Ça devient de plus en plus diversifié, l'apparition des perfusions, évidemment, pendant tout le XXe siècle, par amélioration. Vous m'entendez là? Oui, il n'y a pas de problème. Et puis, évidemment, on va corréler petit à petit le nombre de lits avec le taux de personnel soignant. À la fin du XXe siècle, c'est ce qui s'est passé avec la définition aussi au début du XXIe. Par exemple, c'est un exemple, des unités de soins critiques, alors des unités de soins continus, intensifs, réanimation, où on a mis en place des taux spécifiques de personnel paramédical par lit. Donc, le lit de soins, c'était vraiment quelque chose de très important. Très étonnamment, parallèlement, eh bien, c'est mis en place, comme vous le savez, se sont mises en place des techniques de chirurgie ambulatoire, avec essayer de réaliser les prises en charge des suites opératoires sur un maximum de 12 heures, de façon à permettre aux patients de rentrer au domicile le soir même. Et donc, ça a impliqué des fortes améliorations techniques sur la façon de concevoir le lit d'hôpital, et notamment la densification des soins autour du lit de jour. Les améliorations ont porté sur l'aspect l'accueil plus fluide des patients, le développement de techniques mini-invasives en chirurgie comme en anesthésie, en antalgie, et puis tous ces perfectionnements se sont petit à petit étendus également aux interventions plus lourdes, en interventions chirurgicales plus lourdes, dans le cadre de la RAC, comme vous le savez. Alors, ça a eu comme corollaire tous ces développements de la chirurgie ambulatoire de permettre un raccourcissement notable des DMS en lit médicalisé. Et donc, parallèlement, se sont développés petit à petit des nouveaux besoins en termes d'hébergement à l'hôpital, impliquant un renforcement de la dimension hôtelière. Et sont apparus effectivement pour un certain nombre de patients, on s'en est aperçu, qui répondaient à des cas cliniques d'éligibilité à prise en charge ambulatoire, et voire même à une sortie d'hospitalisation pour une hospitalisation conventionnelle. Mais on s'apercevait que dans certains cas, les patients restaient hospitalisés en lit médicalisé dans les suites de l'intervention, en dehors de toute complication, malgré l'arrêt des perfusions, par exemple. Alors, une très belle enquête avait été menée par l'ARS Île-de-France en octobre 2014, qui avait montré, par une enquête un jour donné, sur plusieurs centaines de lits d'hôpitaux, toutes spécialités confondues, tout type d'hôpitaux, publics, privés, etc., qu'environ un tiers des lits étaient occupés par des patients qui auraient pu être en lit d'hébergement et non pas en lit médicalisé. Mais ils devaient rester dans le cadre de l'hôpital. Pourquoi? Parce que leur domicile était soit trop éloigné pour un retour le soir même de l'opération, le protocole de chirurgie impliquait un contrôle médical le lendemain, par exemple, ou bien on était dans une attente de départ en SSR après une hospitalisation de courte durée, ou bien les patients étaient précaires. Enfin bref, il y avait quand même un besoin de garder les malades dans l'environnement hospitalier, mais pas forcément dans les lits médicalisés. Dans ces cas, un hébergement de type simplement hôtelier pour une nuitée aurait pu s'avérer utile. Alors c'est ainsi que les réflexions étant menées par l'ARS, puis par les ministères, etc., après une période d'expérimentation nationale 2017-2020, comme vous savez, le législateur a introduit dans la LFSS 2021, la loi de financement de sécurité sociale 2021, un article 59 avec des décrets d'application qui sont parus assez vite, le 25 août 2022. On va instituer la nouvelle modalité d'hébergement des patients dans le cadre de leur parcours de soins à l'hôpital, l'hébergement temporaire non médicalisé, avec pour objectif d'améliorer l'accessibilité aux soins et le confort des prises en charge, de fluidifier les parcours en amont et en aval des séjours hospitaliers ou lors des séances, et recentrer l'hôpital sur sa mission de soins. En fait, ce nouveau type de lit hospitalier, à côté du lit d'hospitalisation classique et médicalisé, a de nombreux avantages parce qu'il permet évidemment d'améliorer nettement le confort de l'accueil du patient, mais également de préserver quand même sa sécurité en permettant la présence d'un accompagnant qui garde mieux un malade qu'un accompagnant lorsqu'il est dans la même chambre. Et puis la télésurveillance qui est également autorisée par le texte réglementaire. Donc, tout ça, ça s'adresse à des patients qui doivent être éligibles à ce type de lit d'hébergement. Ils doivent être autonomes, cognitifs, non pyalgiques, susceptibles de ne recevoir que des médicaments par voie orale et non fébriles. Ça a été décrit par la HAS en 2015. Donc,
Pour les soignants, alors ça c'était pour les malades, mais pour les soignants et les équipes médico-administratives, en complément d'un accueil J0 qui est l'objet de notre webinaire, d'une hospitalisation classique raccourcie, d'une prise en charge ambulatoire, de séances de traitement oncologique, on s'est aperçu que les lits d'HTNM, les lits temporaires non médicalisés, introduisaient une grande fluidité dans la gestion des hébergements des patients, mais quand ils étaient nécessaires pour le suivi médical ou lorsque le retour au domicile devait être décalé. Donc, le législateur introduit, le ministère introduit une prise en charge par la protection sociale. Il y a un tarif forfaitaire MIGAC de 80 € qui correspond de fait à un nouveau type d'hospitalisation, en tout cas d'hébergement en rapport avec des soins hospitaliers. Il constitue pour les hôpitaux un capacitaire supplémentaire en lit, mine de rien, mais de pur hébergement. Le concept d'hébergement hospitalier en ligne non médicalisé s'est développé donc sous la forme d'hôtels hospitaliers. Il y a énormément de projets qui se développent de plus en plus en France. Il faut savoir que la généralisation de ce process, de ces lits d'hébergement non médicalisés, est en cours d'évaluation depuis 2021. Et les premiers résultats ont montré sur des milliers et des milliers de patients la diminution donc de la nécessité de transport sanitaire, pour les séjours en séance notamment, la baisse de la DMS en moyenne de 12%, le transfert des séjours d'hospitalisation avec une augmentation de l'activité ambulatoire avec des niveaux de sévérité qui vont de 2, 3 vers 1, et puis une hausse de l'activité, mine de rien, puisque ça permet des turnovers plus rapides en lit médicalisé. Donc, ça pose en fait la question, au fond, pour conclure, la nécessité ou non pour les patients d'être hébergés dans un continuum de surveillance jour-nuit. En fait, c'est ça que ça pose comme problème de lit hospitalier. Est-ce qu'il est nécessaire pour le patient de le garder la nuit, le patient pouvant ne relever que des soins de jour, ou bien est-ce qu'il faut vraiment le garder la nuit parce qu'on a des soins à lui faire la nuit en complément de ce jour? Donc, chaque fois qu'il ne peut de suite retourner à son domicile, la question du maintien du patient en hospitalisation complète, notamment s'il est déperfusé, si on n'a pas de soins particuliers à lui faire, au profit d'un hébergement non médicalisé se pose. Et donc, en fait, pour finir, il se dessine dans les années qui viennent assez rapidement 2 modalités de lits pour les parcours de soins hospitaliers. Les lits médicalisés, essentiellement pour les soins critiques, pour l'hospitalisation de jour, ou bien pour les soins conventionnels classiques, mais un peu lourds, où il y a une perfusion, en fait, où il y a des soins, des pansements, des choses à faire tout de suite, pendant également une surveillance nocturne. Et puis les lits non médicalisés pour un hébergement purement hôtelier, en lien avec un plateau technique, par exemple pour une sortie d'ambulatoire un peu tardive, voilà, ou pour héberger un patient, pour un accueil J0. Voilà. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que toutes les futures restructurations des établissements de santé devront intégrer en fait cette évolution du lit d'hôpital. On a eu donc dans le passé plutôt des lits d'hébergement, au XXe siècle, début du XXIe, des lits vraiment de soins, et puis maintenant on va vers un mixte en fait. Et puis il y a 3 lits en fait, le lit d'hôpital médicalisé, le lit non médicalisé, et puis le lit du patient aussi au domicile, qui est également un lit qui peut être en rapport avec des soins hospitaliers, comme vous le savez. Voilà, c'était donc ce petit rappel historique et cette évolution qui me paraît à mon sens inéluctable. Donc je vous ai mis en annexe les différents décrets circulaires qui traitent donc des densifications de patients, voilà le rapport de la HAS, et puis je vous ai fait part en cours de route de la loi et du décret de 25 août 2021 pour les hôtels hospitaliers. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère avoir été dans les délais. Merci à vous en tout cas de cette présentation. Et donc, c'est vrai que c'était important de définir le concept de qu'est-ce que c'est l'accueil à J0 et surtout sur ces lits temporaires aussi non médicalisés que vous avez définis, et de voir concrètement à ce jour, avec un exemple concret, de dire Madame Boucheron, qui est chef de projet justement à la direction de la stratégie et de la transformation à l'AP-HP, de faire un état des lieux de ces pratiques, de ces concepts au sein de l'AP et sur toutes ces évolutions. Je veux dire, comment à ce jour on en est et qu'est-ce qui va être défini pour demain. Donc, je laisse la parole à Madame Élodie Boucheron, justement pour faire cet état des lieux. Bonjour à tous, merci beaucoup.
Alors, je partage. Voilà. Donc, effectivement, ce qui nous a été demandé, c'était de pouvoir faire un état des lieux de la pratique du J0 actuellement au sein de la PHP. Alors, si nous tentons donc de faire cet instantané, alors bien sûr, comme évoqué à l'instant par le professeur Bétou, immédiatement, on s'aperçoit qu'on ne peut dissocier le J0 du recours aux HTNM. Ces HTNM, comme évoqué à l'instant, sont bien sûr des éléments qui facilitent et qui favorisent ces accueils donc, à J0. Donc, concernant ces deux organisations que sont les J0 et l'HTNM au sein de la PHP, on a un niveau d'appropriation au sein de nos différents sites qui peut être relativement hétérogène, quoique se généralisant bien sûr de plus en plus, comme on va le voir. Mais on conserve tout de même des modalités d'accueil qui peuvent être assez diverses, qui vont bien sûr des salons d'accueil multispécialités dédiés au J0, que ces salons soient implantés dans des locaux dédiés ou parfois, comme on l'évoquera, au sein d'un des services utilisateurs de ce salon partagé. Nous avons aussi un certain nombre de sites qui ont des salons d'accueil multispécialités qui sont implémentés et donc partagés avec les unités de chirurgie ambulatoire. Et nous avons aussi un certain nombre de sites qui ont des accueils qui sont des accueils intra-service et par conséquent monospécialité. Alors, on évoquera bien sûr ici que les sites qui ont structuré des parcours patients J0 et non pas bien sûr les éventuels J0 occasionnels, forains, etc., qui peuvent exister de ci, de là. Voilà. Ce qu'on constate, c'est par conséquent qu'aujourd'hui, nous avons 17 sites sur nos 21 sites MCO qui ont recours et qui disposent des deux organisations que sont HTNM et J0 proposées donc conjointement et en parallèle. Voilà, très rapidement et sans forcément, bien sûr, faire un focus sur chacun des sites de la PHP. Ce qu'on constate, donc les soleils verts étant les sites qui possèdent un salon d'accueil dédié au J0 multispécialité, les soleils jaunes étant ceux qui disposent d'un salon d'accueil multispécialité partagé avec Lucas, et les soleils rouges étant ceux que je viens d'évoquer à l'instant, qui sont donc les parcours structurés monospécialité intra-service. On constate donc que nous avons 4 sites qui, en tout cas au jour d'aujourd'hui, ne proposent pas encore de parcours structuré J0. Sur ces 4 sites, 2 l'ont en tout cas en projet, plus ou moins avancé, mais en tout cas ont un projet de recours et d'accueil J0. Et pour les 2 qui n'ont pas encore projet, on est quand même sur des activités assez faibles. Voilà.
Ce que j'ai voulu faire apparaître aussi sur cette cartographie, c'est, et on va y revenir dans les slides qui suivent, c'est la forte dynamique d'évolution, puisqu'on voit les flèches bleu clair concernent les sites qui ont fait évoluer leur accueil à J0 sur, disons, l'année qui vient de s'écouler. Et on voit aussi que nous avons 3 sites qui ont ajouté un recours aux HTNM et qui ne le proposaient pas précédemment. Alors, sans entrer dans le détail, donc nécessairement des évolutions réalisées par chacun des sites, les 6 sites donc, qui ont pu faire évoluer leur modalité d'accueil J0, qui sont donc listés ici. Alors, on a différents niveaux d'évolution qui vont bien sûr de la création pour 2 d'entre eux de salons d'accueil multispécialités dédiés au J0. Mais on a aussi un certain nombre d'autres sites qui ont pu on va dire, ajouter de nouvelles spécialités dans des structures J0 existantes et ainsi monter en charge et poursuivre le déploiement du J0. Et puis, on a aussi quelques sites qui ont commencé à structurer effectivement des parcours J0 qui sont parfois intraservices et monospécialités. Concernant donc les HTNM, on a vu précédemment que nous avions 3 sites qui n'y avaient précédemment pas recours et qui aujourd'hui ont déployé cette solution en parallèle donc de l'accueil J0. Donc aujourd'hui, on constate en tout cas que tous nos sites qui proposent de l'accueil J0 ont également recours donc aux hôtels hospitaliers. On a fait un focus aussi sur les différentes spécialités qui offrent aujourd'hui des accueils à J0 et on constate par conséquent que toutes, bien sûr, les spécialités sont éligibles au J0, quelles que soient les modalités, hein, qu'on aille encore une fois de l'accueil intraservice au salon d'accueil multispécialité, qu'il soit intégré à l'UQA ou qu'il soit dans des locaux dédiés au J0. Concernant donc l'activité J0 réalisée actuellement au sein de la PHP, alors, nous avons des taux qui sont sous-estimés et qui sont en cours de réévaluation. En tout cas, les chiffres dont nous disposons actuellement fournis par le DIM central sont de 27,4% à fin décembre 2022 au global à PHP, avec des taux qui sont extrêmement variables d'un site à un autre, puisque nous avons un certain nombre de sites qui sont depuis maintenant plusieurs années rompus à l'exercice du J0, quand d'autres sont effectivement en train de structurer et de formaliser leur parcours, ce qui explique donc une telle différence de 2,8% à 52%. Alors, les limites de l'indicateur, et c'est tout le travail qui est en cours, c'est qu'aujourd'hui, cet indicateur de taux de séjour J0, il est calculé sur la base de la date de réalisation du geste chirurgical tel que codé donc dans le PMSI. Et bien sûr, la limite, c'est que si la date codée de l'acte est erronée, nous aboutissons à un taux qui est lui aussi, qui n'est pas fiable. Voilà, donc c'est tout le propos du travail qui est en cours. Alors,
il y a donc on l'a vu sur l'année écoulée, une dynamique qui ne s'est pas relâchée, et on a encore beaucoup de projets qui sont d'ores et déjà en cours, avec d'autres qui peuvent être quelquefois à plus longue échéance. Et là aussi, donc, nous avons des sites qui jusque-là ne proposaient pas du tout d'accueil J0, qui commencent à structurer des accueils, fussent-ils intra-service, mono-spécialité, voilà, et d'autres qui sont dans des dynamiques de justement créer des accueils communs et qui avaient déjà expérimenté donc des accueils monospécialités intra-service jusqu'à maintenant. Voilà, donc pour finir, simplement, si cela était encore utile, d'essayer de convaincre du bien fondé du J0, il est vrai que la mise en œuvre de ces organisations peut être relativement complexe, parce que ça nécessite effectivement on va dire, de convaincre toutes les parties prenantes, mais en tout cas, le bénéfice est évident pour les patients. On le voit bien au travers des différents questionnaires de satisfaction qu'on peut faire, hein. Donc, les patients sont vraiment tout à fait satisfaits de ces accueils le jour même. On a aussi, on peut avoir l'impression que ce concept du J0 est relativement simple, mais malgré tout, en termes d'organisation, voilà, ça impacte un certain nombre de professionnels, et par conséquent, ça nécessite vraiment une structuration préalable à toute mise en œuvre qui est importante. Je pense que voilà, c'est aussi important peut-être de rappeler que une équipe ou des professionnels convaincus peuvent difficilement suffire à parvenir à mettre en œuvre ce type d'organisation de manière durable. Il est vraiment essentiel qu'à la fois les directions des opérations, mais aussi les directions des soins des établissements soient vraiment partie prenante et essaient vraiment d'emmener tout le monde dans cette dynamique, et puissent vraiment aider à structurer ces prises en charge. Voilà. Et pour finir, simplement, il est évident que ces changements de pratique nécessitent un investissement quotidien, au moins dans un premier temps, mais le bénéfice en termes d'efficience de nos organisations, il est évidemment, il arrive très vite, et voilà, donc c'est véritablement très important de pouvoir continuer à avancer sur ces sujets de J0 et à emmener le plus de monde possible et le plus de professionnels possible dans cette dynamique pour le bénéfice des patients. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Boucheron, pour cette réflexion sur la PHP. Je vais juste rebondir sur la fin de votre exposé. Vous nous avez dit que ce n'était pas si évident que ça, et je crois que tout le monde partage cette sensation. Et donc, comme ce n'est pas si évident que ça, il faut qu'on comprenne bien les justifications et ce que peut apporter ces efforts qui sont réalisés sur le terrain, et vous avez bien insisté là-dessus, par les professionnels de santé, mais pas que, l'ensemble des directions, des soignants, c'est quelque chose de très collectif. Et donc, on a eu quelques réponses à cette question avec Jean-Pierre Bétou, qui nous a déjà parlé d'une diminution des DMS, d'une augmentation
de l'activité, mais il y a beaucoup d'autres choses dans la mise en place du J0, beaucoup d'autres critères qui vont bénéficier de cette organisation. Et pour ça, on a demandé donc à Frédéric Le Sachet de nous présenter les raisons finalement de la mise en place de ces J0. Donc Frédéric Le Sachet, rapidement pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un collègue anesthésiste réanimateur qui a longtemps travaillé à la PHP, donc qui connaît très bien les hôpitaux publics, qui maintenant est dans une structure privée extrêmement innovante et dynamique sur la mise en place des parcours patients, et qui est par ailleurs membre du conseil d'administration de la Société française d'anesthésie réanimation. Donc, il va nous parler de ce qui finalement doit nous pousser à mettre en place le J0. Merci beaucoup, Frédéric. Merci beaucoup, Marc, pour cette introduction. Et c'est vrai que le J0, comme d'autres sujets autour du parcours patient, est pour moi un véritable combat, parce que c'est vrai que de ne pas rester hospitalisé, de ne pas occuper des lits de façon indue, puis de ne pas être contraint par des hospitalisations, c'est aussi un sujet qui est extrêmement important quand on passe de l'autre côté de la barrière et qu'on devient patient. Et donc aujourd'hui, je vais essayer de souligner les raisons, mais qui ne sont pas que des raisons organisationnelles, qui sont des raisons médicales pour lesquelles on a envie de proposer le J0, non pas à 2% ou à 50% de nos patients, mais tendre vers le 97-99%, parce qu'il y a toujours des outliers, il y a toujours des urgences, il y a toujours des particularités qui rentreront un peu en amont de leur chirurgie. Mais l'idée, c'est de tendre vers le 100%, et on va essayer de voir les éléments qui pourraient nous donner envie de le faire. Alors tout d'abord, je rappelle que ce J0, il s'incorpore dans un projet plus global de bonnes pratiques médicales dans le milieu de la chirurgie, de l'anesthésie, c'est la réhabilitation améliorée en chirurgie. Et si on réfléchit à ce qu'est la RAC, la RAC, c'est quoi? C'est diminuer les complications en appliquant des principes d'evidence-based medicine, donc de médecine factuelle, basée sur la preuve, et on verra que le J0 a des éléments factuels pour le recommander et pour améliorer la prise en charge de nos patients. On diminue les complications, on diminue les durées de séjour, et c'est un véritable bénéfice secondaire pour nos patients, mais également pour nos établissements. Et si on s'intéresse aux travaux produits par l'ASFAR, qui est une société qui m'est chère, comme à toi, Marc, et aux anesthésistes qui sont autour de nous, on a en 2022 participé à une recommandation. On en a fait pendant 10 ans des recommandations par parcours. Qu'est-ce qu'il faut faire pour une colectomie? Qu'est-ce qu'il faut faire pour optimiser une arthroplastie? À chaque fois, on reprenait les mêmes éléments. Je me suis rendu compte qu'un jour, il y avait quand même un squelette commun à toutes les chirurgies. Et ce que vous avez souligné dans la présentation précédente, quelle que soit la chirurgie, on peut être admis à J0, on peut sortir en ambulatoire. Il y a plein de possibilités. Et on a fait un programme d'optimisation périopératoire du patient adulte. Et on a listé finalement tous les éléments de parcours. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur le J0. Alors, j'ai eu la chance d'être l'expert qui a fait un peu la bibliographie et qui a essayé de porter le texte sur le J0. Et la question à laquelle on a voulu répondre en tant qu'expert autour d'une recommandation formalisée, c'était est-ce que l'admission en hospitalisation le jour de l'intervention, de la chirurgie, a un impact sur la durée de séjour ou la survenue de complications? Alors, l'idée, quand on pose des complications, c'est diminuer les complications. Alors que pour certains, le J0, c'est est-ce que ça n'augmenterait pas les complications quand on arrive le jour de son intervention, dernière minute, mal préparé, ainsi de suite. En pratique, l'admission à J0, elle était recommandée avec un grade 2+. Elle ne change rien aux complications. Ça ne les diminuera pas, mais ça ne les augmente pas. Mais surtout, ça diminue mécaniquement le séjour. Et on va voir que mécaniquement, ça diminue le séjour souvent plus que de une journée. Parce que les gens qui sont partis dans une dynamique de réfléchir à la question que posait Jean-Pierre Béthou au début de ce webinaire, qui est de pourquoi je suis dans mon lit à l'hôpital, ils se demandent pourquoi je suis la veille de l'intervention, à me torturer en me demandant ce qui va m'arriver le lendemain, est-ce que je vais être pris au bloc à l'heure, est-ce que le chirurgien va être en forme, mais ils vont aussi se poser la question de pourquoi est-ce que je reste après l'intervention. Et donc, dès qu'on rentre dans cette dynamique de J0, c'est pour ça qu'elle est importante. Vous allez dire pourquoi le comité ambulatoire de l'ARS s'intéresse au J0, c'est parce que c'est une dynamique globale sur les parcours et qu'on va diminuer le avant et le après. Et moi, j'ai envie de vous dire un truc simple, et on pourrait terminer la présentation ici, mais je me défausserais, c'est dire que l'admission J0, mais c'est comme en ambulatoire. Il y avait 61% des patients qui étaient en ambulatoire en 2021. Vous faites comme sur un écran d'ordinateur, CTRL-C, CTRL-V, et puis on copie ce qu'on fait bien en ambulatoire. Parce qu'avant, l'ambulatoire, oui, c'était du canal carpien et de l'endoscopie. Mais aujourd'hui, l'ambulatoire, c'est de la colectomie, c'est de la prothèse de hanche, c'est de la prothèse de genou. Donc, c'est globalement des patients qui ont des terrains parfois qui sont sévères et qui ont des pathologies à risque. Donc, si on arrive à les préparer en ambulatoire
sur des séjours très courts, je pense qu'on doit pouvoir les préparer pour faire du J0. Mais quand on dit ça aux collègues, ils disent « ouais, mais c'est pas comme ça, l'hospitalisation, c'est des patients, ils sont plus compliqués ». Et puis, il y a plein de freins qui apparaissent. Probablement, il y a un peu de fainéantise. On a tellement de choses à faire tous les jours qu'on a du mal à se dire « allez, on se met encore un petit coup de fouet », parce que vous l'avez précisé dans la présentation d'avant, c'est une bonne année de préparation en amont, de rencontres avec les équipes, d'explications. Le but, ce n'est pas d'augmenter les cadences. Le but, c'est d'améliorer la qualité du soin, de libérer la pression sur les établissements la nuit pour peut-être se consacrer aux urgences et non pas aux patients qui attendent un hébergement et qui vous demandent de l'eau jusqu'à 3 heures du matin, qui vous demandent s'ils peuvent se lever, s'ils peuvent sortir, et ainsi de suite. Et on liste les différents éléments et on voit que les questions souvent qui sont posées, c'est « oui, mais c'est annulation de dernière minute, j'ai un bilan biologique à faire, j'ai la visite du cardiologue, et si le patient il était anxieux, je peux lui donner un traitement ». Toutes ces choses-là qui ne servent à rien. La préparation cutanée, quand vous êtes en ambulatoire, le patient l'a fait à la maison, hein, quand il est opéré d'une prothèse de hanche en ambulatoire, il fait sa préparation à la maison et ça pose de problème à personne. Et il y a un point qui revient souvent, c'est le retard de démarrage au bloc. Et quand moi je travaille en ambulatoire, je ne l'observe pas, ce retard de démarrage au bloc. Donc il y a des façons de s'organiser, probablement pour les patients les plus distants, et ça c'est quand bien Jean-Pierre Bétou vous a dit, les établissements hôteliers qui sont experts dans l'accueil du patient, ou plutôt dans l'accueil du client dans ce cas-là, et qui vont être parfaits pour calmer l'anxiété, pour offrir un bon dernier repas la veille d'une intervention et pour offrir une literie de qualité sans avoir besoin de solliciter des infirmières ou des aides-soignants qui sont des personnels hautement qualifiés pour leur apporter des verres d'eau. Et donc, globalement, quand on prend tous ces éléments qui sont souvent opposés aux gens qui veulent développer le J0, on se rend compte qu'ils sont assez faciles à démonter et que c'est finalement, on se masque derrière des difficultés qui ne sont pas de vraies difficultés. Parce que quand on les affronte, eh bien, on les surmonte. Et pour vous montrer des exemples emblématiques, c'est des gens qui ont fait du J0, pas sur de la chirurgie mineure avec des patients un peu isolés qui restaient 1 ou 2 nuits. Non, de la chirurgie majeure et ça commence en 97. Donc quand aujourd'hui, en 2023, on est en train de se secouer en se disant il va falloir y aller, ça fait déjà 10 ans qu'on est en retard. 97, aorte abdominale. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez l'implantation du J0 dans le service fait passer de 11,2 jours en moyenne le séjour à 6,4 jours. C'est ce que je vous disais au début. Quand on travaille sur le J0, on se pose la question de la pertinence du maintien dans le lit. Et donc finalement, on diminue aussi sa durée post-opératoire. Donc on va gagner encore plus de nuits que si on ne s'intéresse pas au J0. En 2010, aorte thoracique, en 2016, chirurgie cardiaque, en 2016, TAVI, puis la neurochirurgie. On n'est pas sur des chirurgies de Mickey, hein. On est sur des trucs avec de l'enjeu, des patients à risque, des patients qui vont être opérés de chirurgies qui peuvent leur créer une très forte anxiété. Eh bien, tous ces patients, ils sont rentrés à J0 et les choses sont allées plutôt pas mal. Et puis, on voit même que sur le TAVI, il semblerait qu'il y ait une tendance à un tout petit peu moins de complications. Mais ce n'est pas l'idée. L'idée de rentrer le jour de l'intervention, ce n'est pas forcément de diminuer les complications. Rentrer 10 jours avant, oui, ça peut poser des problèmes, surtout sur le risque infectieux. C'est un exemple, ça je vous ai mis sur les différentes diapositives des photos prises sur des salons de J0 dans différents endroits en France et vous voyez, il y a plein de modalités, c'est pour agrémenter un peu la présentation. Ce papier, il avait été publié par une équipe en Irlande. En Irlande, ils avaient un problème de prise en charge du cancer du rectum, avec un seul centre de référence où les patients étaient référés et à un moment, ils avaient des difficultés à les prendre en charge, donc certains patients devaient être pris dans des centres non référents. Et ils ont mis en place le J0, qui leur paraissait difficile au départ. Ils ont pu passer de 15% de J0 à 98%, donc on est au-delà des objectifs. Tous les patients sont quasiment en J0, et on est sur un pays où c'est le centre de référence. Donc les gens, ils viennent de 150, 200, 300 km. Ils ne sont pas à 5 km du centre. L'ADMS baisse toujours de la même façon, non pas de 1 jour, mais là, elle prend 4 jours. Et ce que ça permet, en bonne médecine, d'augmenter le nombre de patients pris en charge dans le centre de référence. Donc finalement, ce que je vous disais au début, le J0 ne va pas diminuer les complications, d'une certaine façon, si, au bénéfice collectif, si les gens arrivent à être opérés dans la bonne structure, parce que vous arrivez à les héberger, parce que parfois, ce n'est pas l'accès au bloc qui pose problème, parfois c'est l'hébergement du patient. Ça arrive que parfois, on n'arrive pas à héberger certains patients, les urgences ont pris leur place, il y a plein de raisons, mais ce n'est pas forcément l'accès au bloc et la disponibilité du chirurgien et de l'anesthésiste. Et donc, on a cette augmentation du nombre, et donc c'est important de se battre. Ça, c'est un exemple en pédiatrie. Parce que parfois, on a pu nous opposer en disant « oui, mais les enfants, c'est un peu différent, sur les interventions un peu lourdes, c'est pas mal de les voir ». Non, ça ne change rien. Et quand vous le faites en pédiatrie, vous n'annulez pas plus les patients et vous gagnez, encore une fois, des nuitées et des nuitées et des nuitées. Gagner des nuitées, ça ne veut pas dire faire des économies de personnel, mais ça veut dire épargner les personnels la nuit. Si vous fermez suffisamment de services la nuit, c'est peut-être en réaffecter certains la journée.
les réaffecter sur la coordination, les réaffecter sur des améliorations du parcours et les libérer de tâches inutiles. Cette étude, moi, elle m'avait bien plu parce que c'est une étude en neurochirurgie. Et on peut se dire, pour répondre à ceux qui pensent que de venir à la veille de l'intervention, c'est une sécurité pour le dossier, bah, ça ne l'est pas du tout. Les gens qui sont admis la veille de l'intervention, ils étaient plus annulés que les gens qui viennent le jour même. Et je vous dirais, c'est assez intuitif. Quand vous voyez un patient en consultation qui va être pris en chirurgie ambulatoire, vous savez que vous travaillez sans filet. Si vous avez besoin d'un électrocardiogramme le matin de l'intervention en ambulatoire ou d'un groupe sanguin le matin de l'intervention, autant vous dire que le patient risque d'être tout simplement annulé. Donc, vous avez tout organisé en amont. Eh bien, c'est exactement la même chose. Quand dans le J0, vous dites, bah, il vient à 14 h la veille, oh, je ferai passer le cardio, je ferai passer le truc. Non seulement vous ne faites pas de la bonne médecine, parce que quand vous dépistez quelque chose la veille d'une intervention, bah, vous annulez le patient et vous perdez un créneau au bloc opératoire qui ne sera pas forcément repris par d'autres. Donc, vous perdez l'efficience de votre bloc opératoire. Et puis surtout, vous avez déplacé des patients pour rien et vous n'avez pas bien fait votre boulot. Et là, je parle très clairement aux anesthésistes. C'est vrai que c'est facile, hein, quand on est en consultation d'anesthésie, quand on sait que le patient va rester longtemps avant à l'hôpital, on peut par facilité se dire, bon, bah, les derniers examens, on les fera le jour de l'intervention. Non, on externalise le maximum, on récupère en amont, on valide les dossiers 48 heures avant, on valide le J0 et le patient rentre et ça se passe comme en ambulatoire. Et si on s'intéresse aux complications, moi, ça m'a particulièrement intéressé parce qu'aujourd'hui, je fais quasi exclusivement de l'orthopédie. C'était sur les infections du site opératoire, en disant, oui, mais s'ils arrivent avant, c'est peut-être mieux. Là, ils avaient regardé des patients qui étaient très en amont de l'intervention hospitalisée. On se rend compte que plus on arrive tôt dans un service, plus on a de risque d'avoir des infections post-opératoires. Probablement, les patients étaient plus graves parce que là, il y a quand même des patients qui sont 6 à 10 jours avant leur intervention hospitalisés. Mais entre J-1 et J0, on voit que les patients à J0 ont un risque d'infection qui semblerait moindre. Donc le J0 n'augmente pas le risque infectieux, le J0 n'augmente pas les annulations, le J0 n'augmente pas les mauvaises coordinations sur les dossiers parce qu'elle vous oblige à travailler comme en ambulatoire. Et aujourd'hui, en ambulatoire, les taux d'annulation sont extrêmement faibles parce qu'il y a de la coordination, parce qu'il y a de l'anticipation, parce qu'il y a un vrai travail d'équipe. Et c'est ce que je retiendrai de la présentation précédente, c'est que c'est un travail, il y a un engagement de tous les éléments d'un hôpital. C'est des soignants médicaux, mais des soignants paramédicaux aussi qui doivent s'investir et qui doivent percevoir que de faire venir un patient le jour de l'intervention, ce n'est pas pour le bousculer, c'est pour améliorer la qualité des soins qu'on lui donne. Et au final, le J0, c'est une médecine factuelle, c'est basé sur la preuve, sur la connaissance. Et cette médecine, elle peut s'appuyer sur des gens qui savent faire de l'hébergement, et ce sont les hôteliers. Et ça a été dit sur la première présentation, en créant un environnement favorable à proximité de l'hôpital. Aujourd'hui, en Île-de-France, combien de personnes viennent de l'Oise? Combien de personnes viennent du Loiret se faire opérer dans nos établissements? C'est à la PHP, il y a des gens qui viennent de plus de 700, 800 km. On a besoin de cet appui sur les hôtels hospitaliers pour héberger des patients qui viennent de très loin, avant comme après. Et très clairement, il y a des freins. Mais les freins, ce n'est pas le dossier ne sera pas prêt, les examens ne seront pas faits. Le seul vrai frein, c'est la précarité majeure avec des patients qui n'ont pas accès à la douche, qui ne comprennent pas les consignes. Je pense à des patients, par exemple, alcooliques chroniques qui n'arrivent pas à se sevrer, à être à jeun le jour d'une intervention. Oui, mais c'est combien de patients? C'est finalement un détail. Ces patients-là, oui, pourront bénéficier d'une hospitalisation dans un service la veille ou l'avant-veille. Mais c'est une rareté. Et ce n'est pas pour cette rareté-là qu'on doit maintenir des hospitalisations la veille d'une intervention. Donc, en pratique, en conclusion, ce que je voudrais soutenir, c'est qu'aujourd'hui, l'admission d'un patient J0, ça doit être considéré comme un marqueur de qualité d'un établissement. Un établissement qui n'a pas prévu de J0 est un établissement qui finalement a fait un défaut dans l'amélioration de la qualité des soins et de l'hébergement offert à nos patients. Et puis c'est une vraie interaction de tous les acteurs, mais ça malheureusement je l'ai déjà dit, avec une nécessité d'anticiper les risques et d'éliminer toutes les missions finalement sans plus-value médicale au sein d'un établissement hospitalier. Aujourd'hui, le J0 doit devenir la norme et le J-1 doit être justifié. Je vous remercie de votre attention et puis je vais rester évidemment disponible pour répondre à toutes vos questions et découvrir toutes les expériences présentées en Île-de-France. Merci. Je remercie vraiment le docteur Le Sachet pour cette présentation. C'est vrai qu'il a démontré vraiment le bénéfice du J0, hein, que ce soit sur les facteurs d'amélioration de la prise en charge, sur la qualité des soins et comme vous le dites, le marqueur de la qualité d'une structure. Et, ce qui permettrait une attractivité aussi des patients et surtout une diminution, que ce soit de la durée moyenne de séjour, à prouver, avec un peu d'organisation, comme vous le dites, et une diminution aussi de tout ce qui est complications. Et avec aussi, ce qui est important,
qualité sur les conditions de travail des personnels. Parce qu'il faut préserver nos personnels à faire des soins essentiels et les recentrer sur leur vraie activité et sur leur mission. Et donc, c'est vrai que c'est une évidence, hein, enfin, quand on vous entend, c'est une évidence. C'est un engagement de tous. Et justement, la preuve en est que je vais passer la parole à M. Éric Langon, hein, qui est directeur de la clinique Dro Rémusa, où justement ce modèle existe depuis 2019. Bonjour. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Voilà, j'espère que ça fonctionne. Bon, bonjour à tous. Donc oui, on m'a demandé de partager l'expérience de la clinique Rémusa. Bon, je travaille avec le docteur Le Sachet. Et pour que vous compreniez, je vais déjà vous donner un petit peu d'historique parce que je pense que le contexte joue beaucoup dans la capacité qu'on peut avoir à mettre en œuvre un projet. Et le J0 n'était pas un projet en tant que tel pour la clinique, mais faisait partie de notre projet qui était de transformer une clinique, une vieille clinique qui a plus de 100 ans, en un établissement qu'on souhaiterait référent sur la chirurgie orthopédique ambulatoire à Paris. Et chose importante, et je souhaite commencer par ça, notre projet a démarré par des travaux de réhabilitation. C'est-à-dire, il y a tout un parcours qui a été dessiné, réfléchi, décidé par les praticiens, dont le docteur Le Sachet. Et il a fallu un petit peu adapter la clinique et son architecture à ce parcours. Donc là, vous voyez, je vous ai mis des photos pour vous montrer, c'est la même photo à gauche et à droite de notre accueil pendant les travaux et après les travaux. Donc ça a duré quand même 6 mois, ces travaux, c'était des travaux assez lourds. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre structure, qui auparavant intégrait 2 étages avec des lits d'hospitalisation, s'est transformée en une structure, un établissement donc, de 7 niveaux, 6 niveaux si on enlève le sous-sol, avec un seul étage d'hospitalisation, 2 étages de blocs, 2 blocs opératoires donc, et surtout un parcours de marche en avant mis en place avec au R+1 l'accueil des patients, au R+2 le retour des patients ambulatoires. Et ça, c'est important pour comprendre comment le J0 s'est mis en place un peu naturellement, j'aurais tendance à dire pour nous. Pourquoi? Parce que tous les patients suivent le même parcours. C'est un accueil, un étage. Ensuite, on part au bloc opératoire. Et quand on revient soit en retour en bus, soit on part en étage d'hospitalisation. Alors, ça n'a pas vraiment freiné, on va dire, l'activité de la clinique. Ça, c'est pour juste vous montrer rapidement qu'à partir du moment où on a repris la clinique en mai 2019, il y a eu des travaux pendant on va dire, une petite période de 6 mois qui est un peu compliquée, hein, parce que quand on fait des travaux aussi lourds et qu'on reste ouvert, c'est pas forcément simple. Ensuite, il y a eu le Covid qui n'a pas aidé non plus pendant 6 mois. Et puis, à partir du mois de septembre 2020, on a réussi à… excusez-moi, je reviens en arrière. On a réussi à maintenir une croissance qui fait qu'aujourd'hui, on est aux alentours de 400 patients mois, quand on était avant la reprise aux alentours de 150 patients mois. Alors ça, c'est la quantité. Qualitativement, l'activité s'est traduite donc, comme je vous le disais, il y a un nombre d'interventions qui a plus que doublé, un taux d'ambulatoire qui est passé de 50% à 88%, un nombre de séjours d'hospitalisation complète, donc en quantité seulement, on est passé de 900 à 500 séjours en hospitalisation complète, et la DMS en hospitalisation complète, elle est passée de 3,9 jours à 1,9 jours. Donc le taux de J0 pour nous, en hospitalisation complète, est passé de 17% à 94%, sachant qu'en ambulatoire, il est de 100%. Donc on peut dire aujourd'hui que sur l'ensemble de l'activité de la clinique, le taux de J0 il doit approcher les 99%, je pense. Et voilà, ça c'est la situation actuelle. Alors maintenant, pourquoi est-ce que c'est une évidence pour nous? J'ai essayé de répondre à cette question. Pas simple. Nous, déjà, c'était cohérent avec notre projet médical. Notre projet médical était sur l'ambulatoire, l'ARAC, et remettre le patient en mouvement le plus rapidement possible. Donc, tous nos efforts et toute notre stratégie consistent à faire rentrer le patient le plus tard possible et le faire sortir le plus tôt possible. Ensuite, et ça a été dit aussi précédemment, aujourd'hui, les retours des patients, c'est un verbatim, on est toujours mieux chez soi. Le patient ne souhaite pas rentrer tôt
à la clinique, il souhaite arriver lui aussi le plus tard possible et il est toujours mieux chez lui. Ensuite, le circuit patient unique, ça c'est ce que je vous expliquais. Donc nous, on a un seul circuit, on a voulu l'optimiser et la seule différence que l'on peut avoir entre un circuit, une admission en ambulatoire et une admission en hospitalisation complète, c'est qu'on convoque le patient 1h30 avant l'intervention pour les hospitalisations complètes et 1 heure avant son intervention pour les ambulatoires. Voilà, c'est la seule différence dans notre parcours aujourd'hui pour un patient qui passe le seuil de la clinique. Et enfin, c'était une évidence aussi pour nous parce que notre contrainte architecturale, nous n'avions que 8 chambres d'hospitalisation, 7 chambres, 8 lits au 5e étage. Donc, il a fallu adapter tout le parcours à cette contrainte architecturale décidée. Alors, quels sont les facteurs clés? Qu'est-ce qui fait qu'on va réussir à faire le J0? Donc, j'ai un peu interrogé aussi les équipes pour leur poser la question. Mais je crois que le premier des facteurs, c'est l'adhésion des praticiens au projet médical. Et on a la chance, vous avez entendu le docteur Le Sachet précédemment, c'est très éloquent, il arrive à bien expliquer pourquoi, et tous les praticiens adhèrent aujourd'hui au projet médical et à l'accueil J0. Et ça, bien entendu, si le praticien ne s'adapte pas à ce parcours, ne souhaite pas s'adapter à ce parcours, c'est compliqué. Après, une bonne information du patient en amont, information par toute la chaîne, le chirurgien, les secrétaires du chirurgien, les anesthésistes, ça c'est aussi la clé. Il faut que le patient soit parfaitement conscient, adhère lui aussi entièrement à ce nouveau parcours. La bonne préparation, qui est que dès la consultation d'anesthésie, prescription, le suivi des examens préopératoires avant l'admission, tout doit être fait en amont. Ça, c'est un point clé. Aujourd'hui, le docteur Le Sachet est très motivé sur ce parcours, mais je peux vous dire que le travail des anesthésistes est clé dans le succès du J0. Et enfin aussi, un parcours qui est bien compris par l'ensemble des équipes, et en amont, un appel de la veille qui est aussi adapté, qui va mettre vraiment le patient en situation et dans les meilleures dispositions. Une bonne organisation avec une implication du cadre de soins. Alors ça aussi, c'est un point important peut-être qu'on ne souligne pas suffisamment. C'est dans l'organisation du programme du bloc, comme le programme de bloc devient clé, il faut que tout soit parfaitement calé et donc le cadre de soins participe, nous, à nos réunions de régulation du programme du bloc. Donc là, toute l'architecture qu'il va y avoir du programme entre les hospitalisations complètes, l'ambulatoire, quand est-ce que le patient arrive, quel patient on prend en premier, c'est un échange aussi avec la capacité d'accueil du site et donc du cadre de soins. Une préadmission dématérialisée, pour nous aussi, ça c'est quelque chose qu'on a mis en place, et un accueil in situ simplifié. Donc on simplifie l'accueil et en amont, on parle aussi avec le patient pour dématérialiser sa préadmission et la rendre la plus fluide et la plus simple possible. Et enfin, un circuit unique pour simplifier et aussi faciliter l'adhésion aussi du personnel et l'organisation à ce parcours. Et enfin, surtout, une bonne exécution. C'est ça le secret du succès du J0, c'est la qualité de l'exécution, c'est un personnel de soins formé, impliqué et qui adhère au projet. Voilà, ça c'est le point le plus important que je voudrais souligner. Alors les freins que moi j'ai essayé de lister, de partager. Il y a toujours des facteurs historiques et géographiques, des personnes âgées qui sont habituées à une hospitalisation anticipée, des patients résidant hors Île-de-France. Alors nous, on n'a pas d'hébergement temporaire non médicalisé à disposition, mais oui, on a parfois on va dire les 30 patients par an qui sont problématiques. Pour nous, qui ne font pas du J0, sont souvent des patients qui résident loin et qui n'ont pas d'alternative à une admission anticipée. Une révolution culturelle aussi pour le personnel de soins. Alors ça, c'est un point dont on n'a pas parlé, mais voilà, je voulais partager un petit peu avec vous ce point-là. C'est que la mise en place de la marche en avant et de notre parcours patient a impliqué un changement de la relation patient-soignant. Et ce changement de relation patient-soignant, moi, j'étais assez frappé, a été assez compliqué et a nécessité beaucoup d'accompagnement auprès du personnel, parce que le personnel n'avait pas l'habitude de voir un patient et puis de plus le voir, et le patient qui, lui, va passer d'un autre service à un autre étage. Et ça, vis-à-vis du personnel, je souhaite, voilà, s'il y a peut-être un point où je peux
vous alerter, c'est vraiment d'anticiper cette révolution culturelle vis-à-vis du personnel pour que tous les principes de la marche en avant puissent être admis, compris et que le personnel accepte de travailler un petit peu différemment. Voilà. Donc cette gestion de changement-là, elle est plutôt RH et c'est ce que j'appelle une révolution culturelle, mais elle est vraiment pas à négliger. Et enfin, ça reste un principe qui doit trouver son équilibre économique, comme l'a un petit peu évoqué le docteur Le Sachet précédemment. Oui, quand on est arrivé, l'équilibre économique de la clinique reposait sur une hôtellerie. Aujourd'hui, voilà, notre équilibre économique, on va dire les indicateurs clés financiers et économiques sont plus autour de l'optimisation d'un bloc opératoire, l'optimisation de l'occupation de notre bloc opératoire, beaucoup plus que sur l'occupation de nos lits d'hôpital. Voilà, donc je vous remercie. J'étais un peu rapide, mais voilà, je voulais partager avec vous ce que l'on a fait, comment on l'a fait. Et bien sûr, je reste à votre disposition si vous avez des questions ou des précisions que vous souhaiteriez avoir. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Langon, pour ce partage d'expérience. Effectivement, ça a été assez rapide, mais assez dense en informations. Donc, je pense que ça va susciter des questions. On aura très probablement l'occasion de revenir sur certains points de votre expérience qui est vraiment tout à fait intéressante et on le voit, qui a été très réfléchi et qui aboutit sur des modalités de fonctionnement qui doivent tous nous inspirer, en tout cas. Il y a de toute évidence une spécificité d'établissement, vous l'avez rappelé, vous êtes dans un contexte, vous avez pu reconstruire des choses, ce qui est pas le cas de tout le monde. Et je voudrais juste insister auprès de tous les gens qui nous écoutent pour dire qu'en aucun cas, ce discours que l'on a avec des chiffres impressionnants sur les admissions J0 dans certains établissements doit être un discours culpabilisant. Chacun doit faire face à des soucis un peu spécifiques, d'établissement, de culture, vous l'avez bien rappelé, et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Et d'où l'idée qu'a eu Henri Jean dans la conception de ce webinaire, de faire intervenir plusieurs établissements. Donc maintenant, j'ai le plaisir de présenter et passer la parole au docteur Christelle Conso. Christelle Conso, je la connais bien parce qu'on travaille ensemble à l'Institut mutualiste Montsouris. Elle est chirurgienne orthopédiste. Elle a été très moteur dans le développement de la chirurgie ambulatoire dans sa spécialité. Elle est par ailleurs secrétaire scientifique de la Société française d'arthroscopie. Et elle a été tellement moteur dans notre établissement que nous lui avons confié la responsabilité d'un nouveau secteur qui est une unité mutualisée de chirurgie, autrement dit un service mutualisé de chirurgie où les DMS sont très très courtes. Et elle a une grosse expérience du J0 puisque nous accueillons les patients J0 sur une plateforme qui est contiguë à l'unité mutualisée de chirurgie. Donc, c'est une expérience qui est intéressante, qui est très, très réussie. Et donc, Christelle, je te passe la parole. Alors, merci Marc. Alors, attendez, je vais mettre mon micro. OK. Voilà. Donc, effectivement, vous l'avez tous dit, il y a des spécificités d'établissement et je veux juste rappeler, nous, dans quel contexte on évolue. On n'est pas une grosse machine. L'Institut mutualiste Montsouris, c'est 450 lits d'hospitalisation, une unité de chirurgie ambulatoire avec 25 postes avec des rotations d'à 3 par jour et effectivement une unité mutualisée de chirurgie pour l'instant 10 lits qui est actuellement un peu victime de son succès et un établissement qui accueille des pathologies chirurgicales lourdes, la chirurgie cardiaque, la chirurgie thoracique,
de l'oncologie chirurgicale, et de la chirurgie maxillofaciale bientôt. On a le succès, si j'ose parler comme ça, de cette unité, il est lié, je pense, à un cahier des charges de départ extrêmement strict qu'on a imposé à ce que j'appelle moi des utilisateurs du J0. C'est-à-dire que les praticiens de l'IMM ont un outil qui est la plateforme J0 et l'unité mutualisée de chirurgie. Et les praticiens de l'IMM sont des utilisateurs de cette plateforme. Et donc, de ce fait, on leur a imposé une charte d'utilisation avec des règles strictes qui sont connues de tous. On leur a imposé, et je le dis, ce sont des mots forts, la rédaction de schémas cliniques par pathologie pour exprimer qui fait quoi. Et on leur a imposé effectivement une anticipation des examens et des tâches préopératoires pour et également uniformiser l'accueil du J0 et faciliter le travail des professionnels qui vont accueillir les patients au J0. Et j'ai commencé par ça parce que c'est la clé d'une organisation qui va pouvoir rouler comme un accueil d'ambulatoire. Je tiens à préciser que le J0 à l'IMM est séparé de l'accueil de l'ambulatoire. Ce n'est pas forcément une situation qui va perdurer, mais on a un peu calqué notre organisation, et comme le disait le docteur Le Sachet, sur l'accueil d'ambulatoire, mais également avec des pathologies qui sont plus lourdes, et donc avec des critères et des tâches de préparation qui sont un peu plus importantes. On arrive à accueillir de la chirurgie cardiaque en J0. On a beaucoup travaillé avec les chirurgiens cardiaques et c'est faisable. Donc voilà. Aujourd'hui, ça passe par une identification en amont du patient pour l'accueil J0 lors de la programmation opératoire. Donc, en fonction des chirurgies, ça peut être pour l'orthopédie très longtemps en amont, hein, on est sur des délais de plusieurs mois, pour des chirurgies digestives qui sont d'une semaine ou un peu plus. On a une réunion hebdomadaire tous les jeudis pour la semaine suivante, où on réunit donc des personnels du bloc opératoire, l'infirmière coordinatrice, moi-même, les secrétaires de l'unité, pour vérifier la compatibilité entre notre capacité d'accueil et le nombre de patients à accueillir. On vérifie les horaires et on vérifie le bon déroulement du bloc opératoire, du programme opératoire, ce qui conditionne et ce qui va préparer le travail de l'appel de la veille qui est réalisé par les infirmières de l'unité mutualisée, qui se fait l'après-midi pour le lendemain, avec des documents qui sont des chemins cliniques qu'on a rédigés en avance par pathologie. On arrive à accueillir des patients à J0 pour une première position au bloc opératoire. Ça n'a pas été facile, mais on arrive à accueillir 4 patients pour 8 heures au bloc. Et on accueille les patients de 7 heures à 13 heures. On a réutilisé, on n'a pas besoin de faire de travaux, puisqu'on a utilisé une unité, un étage entier, où on a mis des fauteuils d'accueil et mis des salles d'accueil pour les infirmières, des déshabilloirs et puis des endroits un peu agréables pour les salons d'attente, mais on n'a pas eu de travaux particuliers pour ça. La particularité est dans le cahier des charges de l'accueil J0, on a quand même mis, et on l'a rappelé, des patients qui doivent être
valides et qui, valides, on n'a pas besoin de les transporter en brancard, au pire en fauteuil, et des gens dont la compréhension est correcte, c'est-à-dire qu'on a au départ un peu essuyé les plâtres avec des gens qui n'avaient pas compris comment utiliser, où il y avait une barrière de la langue, où il y avait une barrière parfois psychiatrique à l'accueil J0. Et c'est les seuls écueils qu'on a dû affronter. Et ce ne sont pas des écueils médicaux, mais c'était des défauts d'évaluation, de la compréhension en fait, du patient, du parcours qu'il allait devoir avoir. Donc, on vérifie tous les jeudis l'éligibilité, je vous le dis, pour la semaine suivante. Et on inclut les motifs, les critères d'inclusion, c'est potentiellement toutes les pathologies qui ne nécessitent pas de préparation particulière. Donc, tout ce qu'on a préparé en amont, on n'aura pas besoin de le faire en J0. Des patients valides, je redis, et des patients autonomes pour la compréhension des consignes. Les exclusions, et on se les mise nous-mêmes. Pour l'instant, c'est les handicaps lourds pour lesquels la préparation à l'opération va être chronophage, les patients qui ont des RAI positives, et puis les bilans préopératoires particulièrement lourds. Et dans notre établissement, on accueille de l'oncologie orthopédique, de l'oncologie thoracique. Là, sont des patients qui sont fragilisés et qui ont parfois besoin de prise en charge en amont à 24 heures ou 48 heures. L'année dernière, donc en 2022, on a accueilli presque un peu plus de 2600 patients en J0. J'avoue que je ne saurais pas dire quel pourcentage ça représente, mais j'aurais dû le chercher. Toutes spécialités confondues. Donc, vous voyez, on a accueilli de l'orthopédie, de l'uro, du DIGE, du thoracique, de la gynéco, de l'endoscopie bronchique, de la chirurgie cardiaque, bientôt de l'arythmo et bientôt de la stomatologie. Et la répartition de la prise en charge de ces patients, elle s'est faite en général, donc dans un quart des cas, c'était avant 10 heures, donc c'est des gens qui n'ont pas attendu très très longtemps. Entre 10 et 13 heures, on a un tiers de nos patients qui sont descendus au bloc. Puis un quart entre 13 et 15. Après 15 heures, on a 14% des patients qui sont passés après 15 heures. Et là, on a un travail à faire sur la prise en charge des patients qui passent au bloc l'après-midi et la gestion du flux de patients entre le bloc opératoire et le J0, pour laquelle là, on a une marge de progrès. Et encore une fois, c'est continue cette amélioration de la prise en charge. C'est-à-dire que l'adéquation entre le programme opérationnel et la convocation des patients, elle est continue. On travaille sur les retards, on travaille sur la communication entre le bloc et la plateforme pour optimiser l'attente et faire en sorte que les patients attendent le moins possible sur la plateforme. On s'améliore de manière continue sur la préparation médicale à l'intervention, c'est-à-dire les prescriptions dentalgiques, la préparation même médicale à la chirurgie, sur les préparations, les solutions sucrées. Et on a un mode de fonctionnement agile, mais ça c'est ma casquette gestionnaire de risque sur la communication sur les dysfonctionnements, c'est-à-dire qu'on a des dysfonctionnements et très rapidement, on essaye d'obtenir des solutions rapides pour que ces dysfonctionnements ne se reproduisent pas, mais parce qu'on est une structure qui est effectivement à taille humaine, à la fois l'établissement, mais aussi la plateforme, et qui nous permet cette agilité quand il y a des écueils dans la prise en charge. Et on communique régulièrement en interne sur le fonctionnement de la plateforme pour effectivement que tous les praticiens se comportent en utilisateurs, connaissent comment ça marche et puissent utiliser cet outil de manière efficace et ne pas faire d'erreur d'attribution d'un patient dans un mauvais parcours. Donc, comme on est agile, on a des projets et les projets aujourd'hui, on s'aperçoit que le fonctionnement de l'unité de chirurgie ambulatoire et le fonctionnement d'une unité mutualisée de chirurgie et d'une plateforme J0, c'est très similaire, voire identique. Et donc,
les projets, c'est quand même de regrouper ces structures sur un même lieu. La mutualisation de l'accueil entre l'ambulatoire et le J0, c'est pour moi à l'avenir quelque chose qui va être naturel et qui va arriver et pour lequel moi je milite. Et puis aujourd'hui, on s'aperçoit que le J0 et l'unité mutualisée de chirurgie, donc qui est une unité de court séjour, c'est un tremplin vers le passage plus important vers des pathologies ambulatoires. Et donc, cette unité mutualisée, cet accueil J0 nous a permis aujourd'hui de réaliser nos prothèses de hanche, nos prothèses de genoux en ambulatoire, non pas majoritairement, mais sur de l'ambulatoire ou de la sortie J1, avec des prestataires, avec des organisations. Et tous ces parcours nous poussent vers des organisations où, et là on en revient au début de ce webinaire, où le lit d'hospitalisation n'est plus, l'hospitalisation n'est plus nécessaire et la prise en charge à la maison, elle devient possible parce qu'on a innové, parce qu'on a progressé sur nos parcours et nos prises en charge, qu'on a anticipé en amont et qu'on a anticipé aussi les suites opératoires. Voilà, j'ai été très rapide, mais voilà où nous, on en est. Je ne prétends pas être un exemple, c'est un cheminement qui est un chemin qui a commencé il y a maintenant plusieurs années sous l'impulsion d'un anesthésiste qui est Olivier Unterreiner, qui a commencé à nous faire marcher nos patients jusqu'au bloc opératoire. Et on a commencé comme ça, et puis après on a fait du J0, et puis maintenant on a une plateforme J0 qui tourne et qui est même très saturée, une unité mutualisée qui est saturée. Et donc là, on va passer à l'étape suivante. Merci beaucoup pour cette présentation qui est d'une part très exhaustive et très intéressante et qui montre bien la nécessité d'une réflexion en amont, la nécessité d'une réflexion pendant la mise en place et d'une organisation, je vais dire, sans faille à tous les niveaux. Merci aussi d'avoir souligné la communauté d'esprit qu'on peut avoir entre la mise en place de l'ambulatoire, la mise en place du J0, ce qui finalement revient à dire qu'effectivement le patient doit être mis dans un lit d'hôpital ou d'hospitalisation traditionnelle le moins longtemps possible. Alors, on a insisté à plusieurs reprises sur les spécificités d'établissement et de mode de fonctionnement. Je vais passer la parole à Séverine Moulet, qui est praticien hospitalier à la Pitié-Salpêtrière dans un service de chirurgie digestive, viscérale et endocrinienne. Et le gros intérêt que je vois ou que je verrai à sa présentation, c'est qu'elle travaille dans un établissement où il y a un gros service d'accueil d'urgence. Et je sais que le service dans lequel elle travaille participe beaucoup à la gestion des urgences. Et j'espère qu'elle évoquera le retentissement de l'activité non programmée sur la mise en place et la gestion du J0. Séverine, je te laisse la parole. Bonsoir. Donc moi, effectivement, je travaille à la Pitié. C'est un hôpital qui est pavillonnaire. Il y a différents bâtiments qui sont assez étendus. Alors, l'historique, c'est que ça a mis un petit peu de temps. On a commencé à réfléchir en janvier 2018 et on a mis 8 mois à concevoir, à faire le parcours de soins. Il a fallu réfléchir avec les cadres, avec les infirmiers, avec les anesthésistes, avec les chirurgiens. On avait pour habitude d'aller voir les patients la veille, leur dire bonjour, que l'anesthésie se passe, et on s'est rendu compte qu'au final, effectivement, ce n'était pas forcément obligatoire. Et pour le bien du patient, comme on l'a dit, c'était probablement moins anxiogène de ne pas coucher à l'hôpital la veille. De cette nuit, la veille était nécessaire à pas grand-chose, mais il a fallu par contre construire un petit peu le projet et motiver un peu tout le monde pour rentrer dans ce parcours de soins qui est assez spécifique et qui peut ressembler effectivement à l'ambulatoire. Alors, on a une structure qui est dédiée, c'est-à-dire que ce n'est pas mélangé avec l'ambulatoire, c'est une zone d'accueil avec une salle d'attente où les patients arrivent. Il y a un salon avec un box où l'infirmier reçoit le patient.
Puis à droite, un salon où il y a 12 positionnements avec un endroit un peu cocooning où ils peuvent lire, avoir un livre, leurs lunettes, qui mettent dans un petit sachet qui descend au bloc avec eux. Les patients descendent à pied au bloc, ce qui entraîne quelques contraintes pour les patients, notamment qui ne sont pas mobiles. Donc les critères d'inclusion, ça ressemble un peu à l'ambulatoire. Il faut qu'ils soient valides parce qu'ils descendent à pied. Donc, les patients paraplégiques, tétraplégiques qui ont besoin d'aide pour se changer, ça ne va pas trop être possible parce qu'il y a le matin très tôt qu'une infirmière et une aide-soignant, donc il ne pourra pas s'occuper de tous les patients en sachant que les patients sont positionnés en J0, que ce soit en première position ou à 15 ou 16 heures. Donc, il faut qu'il parle français ou au moins qu'il y ait quelqu'un, un téléphone qu'on puisse appeler la veille pour effectivement lui dire à quelle heure venir. Ce n'est pas forcément le patient qui doit parler français, mais il faut avoir au moins quelqu'un avec lui qui puisse comprendre, pas être trop loin et à ce moment-là de l'hôpital, mais effectivement avec le système hôtelier, on pallie à ce défaut-là. Non confus, pas le BMR parce que c'est une salle commune, et puis chirurgie de l'hémorragique parce que s'il y a besoin de RAI ou choses comme ça, malgré le fait que maintenant on peut encore faire des RAI à l'extérieur si la carte est bien compatible. Et donc ça regroupe 5 spécialités. Il y a la chirurgie gynécologique, les urologues, les chirurgiens viscérales endocriniennes qui vont service, les l'orthopédistes et les mises en place de porte-à-4. Et c'est greffé sur notre structure également la chirurgie bariatrique et hépatobiliaire qui se trouve dans un autre bâtiment qui commence à se mettre dans ces structures-là, mais qui pose des difficultés parce que comme c'est un peu plus éloigné, c'est un peu plus compliqué et moins fluide pour le planning opératoire. Donc, on a créé la structure en octobre 2018. Il y a donc 12 places, 3 infirmières et 3 aides-soignantes de la journée qui sont en binôme avec des horaires qui sont décalés. Il y en a une qui arrive à 6h30 pour les premières positions, 7h30 et 10h pour couvrir toute la journée et avec une structure qui finit à 18h30 avec l'après-midi des infirmières et aides-soignantes qui sont occupées notamment à faire l'appel G-1, à checker les dossiers et vérifier qu'il n'y a pas des choses à récupérer avant le bloc. Et donc, progressivement, on s'est rendu compte que les patients étaient contents, les chirurgiens s'étaient habitués aussi à pas forcément aller voir les patients la veille. Et puis, les personnels non médicaux, les infirmiers en salle, se sont aussi habitués à pas forcément connaître le patient avant la chirurgie. Ça a permis de se recentrer sur le soin lors de l'hospitalisation et tout le monde s'y est en fin de compte adhéré au projet. Donc là, c'est l'exemple du début un peu du fonctionnement. Donc c'est pendant la période Covid. Donc on voit entre janvier et septembre en 2020, il y avait à peu près une moyenne entre 13 et 15 passages de patients dans la structure. Du lundi au vendredi, c'était étalé à peu près de 20%, c'était à peu près tous les jours équivalent. Et par rapport aux services qui prenaient la structure, il y avait la chirurgie gynécologique, digestive, qui était prédominant. En urologie, ils ont un peu des difficultés aussi parce qu'ils ont pas mal de patients tétraplégiques ou paraplégiques avec les problèmes de fonctionnaires urinaires. Et la chirurgie Vaillant qui s'est greffée un peu plus tard en digestif, mais qui sont dans un autre bâtiment avec des patients aussi lourds, qui avaient besoin, par aussi habitude, avaient des besoins de bilan biologique, la veille et tout ça, qui finalement, on peut s'en rendre compte, on l'a vu dans les différents exposés, à l'IMM, on doit y arriver et on peut y arriver aussi en chirurgie hépatique. Il n'y a pas de raison. Donc, au final, on a réussi à tous se mettre d'accord dans une structure dédiée qui est partagée, avec des critères d'inclusion qu'on a bien identifiés pour ne pas se heurter à des échecs. Et tous les dossiers des patients sont vus la semaine d'avant avec le cadre, un anesthésiste, un chirurgien, pour voir si on ne rattrape pas un patient à le retransformer en J0 ou à le mettre en J-1 si on se rend compte que ça ne correspond pas et ça ne va pas bien se passer. Donc, c'est une organisation qui est assez réfléchie dans le circuit du patient, dans les prérequis, dans le nombre de personnel en nombre suffisant, avec un personnel qui est formé. Et ça, c'est très important. Parce que dans l'accueil, il faut quand même que ça aille vite, que ce soit fluide. Et si l'infirmière qui est dans la structure n'est pas là, malade et quoi que ce soit, si on prend des personnels intérimaires, on se rend compte que ça fonctionne tout de suite beaucoup moins bien et que c'est beaucoup moins fluide. Donc, on a vraiment
eu l'importance de former un personnel qui est dédié. Et si jamais il y a des soucis de personnel, plutôt privilégier des infirmières de salle que de l'intérimaire. Donc, c'est prévu pour 20 patients et au final, c'est un peu la difficulté, c'est que des fois, il y a un peu de surbooking, mais qui est nécessaire. En 2022, on avait 1035 patients qui étaient passés dans la structure et on voit qu'en 2021, pardon, et en 2022, il y en a 1798 qui sont passés dans la structure et plus on en met, plus on a envie de faire du J0 et plus les chirurgiens s'en mettent. C'est les chirurgiens qui décident un petit peu quand ils voient le patient et qui expliquent aux patients qu'ils seront admis le premier jour. Donc, on limite évidemment tout ce qui est bilan le jour même, parce que des fois, ça arrive qu'il y a un bilan à faire le jour même, mais pour une première position, ça devient vite compliqué. Mais la difficulté, c'est quand il y a un manque d'infirmiers le matin, donc il y en a une qui arrive un peu en décalé, et s'il y a de retard au décalage, il y a du retard au bloc. Une des difficultés qu'on peut voir aussi, c'est que souvent les brancardiers, comme ce n'est pas au même étage, souvent le brancardier descend à pied, certes, mais attend que les 3 premières positions descendent avec lui. Donc, si un patient qui n'est pas préparé, qui a oublié de prendre sa douche, et qu'on attend que le brancardier attende le 3e patient, eh ben, les 3 patients risquent d'être en retard, ce qui n'est pas une bonne solution. Donc, il y a des petites choses à améliorer. Et on voit que au cours des mois, c'est assez homogène. Au mois d'août, la structure est fermée. Et là, on se rend compte que c'est une structure qui est importante parce qu'on ne sait plus comment faire. Et donc, on a essayé de bricoler un petit peu en faisant du J0 à l'étage. On en a fait l'année dernière et on s'est dit on ne fera plus parce que les infirmiers à l'étage, quand le patient arrive, soit le lit a été pris par les urgences, on en parlait, il y a beaucoup d'urgences et on ne peut pas réserver un lit pour le lendemain où il est pris. Et l'infirmière, quand elle a 7-8 patients à s'occuper, quand le patient arrive et qu'il y en a 2 qui arrivent pour être préparés, si elle n'est pas dédiée et vraiment fixée là-dessus, ça ne va pas forcément être sa priorité s'il y a un patient qui ne va pas bien. Donc, les difficultés qu'on a eues, c'est qu'il faut vraiment avoir un outil de pilotage et pour préciser notamment le nombre de patients, parce qu'on est plusieurs spécialités à s'occuper à utiliser la structure. Donc, si nous, un mardi, on a 14 patients ou 12 patients en J0 sur 3 ou 4 salles, si les urologues font pareil ce jour-là, les gynécologues font pareil, et qu'on se retrouve avec 40 patients ce jour-là, ça ne va pas le faire. Donc, il faut qu'il y ait quand même un pilote de pilotage quand c'est une structure qui est partagée, avec un agenda de programmation, une charte de fonctionnement, et que ce soit piloté en accord avec un cadre, un médecin, qui soit chirurgien ou anesthésiste. Et voilà, avec évidemment un personnel compétent, on l'a dit, quand c'est dans les étages, ça se passe tout de suite beaucoup moins bien. Alors, une des choses qu'on peut noter, c'est que c'est pas facturé, enfin, ça ne rapporte pas d'argent directement à la structure, ça revient aux différents services. Et on réduit certes la DMS, ils sont admis dans Arbis, dans la structure d'accueil dans laquelle ils vont être admis par la suite. Donc, c'est valorisé en disant, voilà, on a fait tant de patients, mais il n'y a pas d'étiquette ou de tarification spécifique à la structure. Il faut donc du personnel formé. Les difficultés qu'on a, c'est qu'au mois d'août, on a décidé que tout le monde partait en vacances, ce qui permet au niveau du planning de simplifier les choses, parce que quand une personne part 15 jours d'un côté, 15 jours de l'autre, il faut plus de personnel pour ouvrir la structure avec 3 infirmières, 3 aides-soignants qui couvrent toute la journée. Et donc, ça devient plus difficile que si tout le monde part en vacances en même temps, mais du coup, on est un peu en difficulté au mois d'août pour nous, et avec un manque de lits au mois d'août, ça devient vite difficile entre les urgences et les programmes froids qui certes sont réduits, mais qui continuent quand même d'exister. Donc, on est assez enthousiaste d'avoir créé cette structure. On s'en sert, et plus on s'en sert, plus on va s'en servir. Et ça nous a beaucoup aidé lors du Covid quand on a eu des fermetures de lits, parce que rentrer un patient la veille, effectivement, si on peut le rentrer le jour même, et on a transformé des J-1 en J0 en expliquant aux patients qu'ils avaient moins de risques de rester à l'hôpital lors de cette période, et finalement, c'est rentré dans les us et coutumes, et quand on dit aux patients vous serez hospitalisés le jour même, on n'a plus du tout les réticences qu'on avait il y a quelques années. Donc, les patients sont contents, les chirurgiens, les anesthésistes sont contents, les personnels médicaux sont contents, et ça rentre effectivement dans la dynamique de RAC et de chirurgie ambulatoire. On est tellement content qu'on va se réunir avec l'autre service de chirurgie digestive qui faisait un peu moins de J0. Et comme on change de bâtiment, comme on s'est rendu compte que c'était quand même bien d'avoir un J0 proche du bloc opératoire, on va créer un nouveau J0
au sein du bâtiment dans lequel on va aller, qui a son Mourier, avec 8 places, qui sera plus réduit, qui sera uniquement pour la chirurgie digestive et qui sera juste à côté du bloc opératoire, ce qui fait qu'il n'y aura même plus besoin de brancardier. L'infirmière pourra aller chercher le patient au J0 et on va s'affranchir notamment de cette contrainte qui est qu'un infirmier puisse prendre l'ascenseur avec le patient, ce qui va fluidifier encore plus le mouvement et la fluidité au bloc opératoire. Voilà, je vous remercie. Merci Séverine pour ta présentation qui est, je vais dire, passionnante parce qu'elle met en exergue tout un tas de choses. Elle revient sur la nécessité de l'organisation, ça on est tous d'accord. La nécessité d'une structure dédiée, effectivement, ça paraît totalement indispensable. Et puis, on voit bien aussi la difficulté essentielle qui réside dans la conviction des praticiens à mettre en place le J0. Je crois que le petit camembert que tu nous as montré avec des services qui sont un petit peu réticents encore en se retranchant ou en mettant en avant la lourdeur de leurs patients. Parce que tout ça, c'est des choses qui peuvent évoluer. On va maintenant donner la parole à l'équipe de Louis Mourier, qui est une équipe qui travaille dans un hôpital où ils font essentiellement de la chirurgie viscérale digestive. Je crois que vous faites beaucoup de bariatrique et de parois, où le J0 n'existe pas a priori et où vous souhaitez le mettre en place. Donc, je donne la parole à l'équipe de Louis Mourier. Bonjour, oui, c'est David Moscovitz. Merci beaucoup. Donc, merci. Nous, à vrai dire, on a été très intéressés par l'écoute. Et puis, c'est vrai qu'on est un service qui est un peu nouveau parce l'encadrement médical et paramédical était un peu vacant pendant quelques temps. Donc, on a développé une nouvelle activité. En fait, on a des problématiques qui sont un tout petit peu différentes. C'est-à-dire que d'une part, on est, je crois, à peu près le seul service de chirurgie hospitalo-universitaire qui est un peu mutualisé, avec de la gynéco, de l'uro, de l'ORL. Et notre deuxième particularité, c'est qu'on a aussi pas mal de patients qui sont référés de loin, des dom-tom, un peu de l'étranger même, et donc on était confronté à des patients qui devaient être hospitalisés 15 jours avant la chirurgie pour une préparation spécifique, et donc on avait des séjours, on commence à avoir des séjours qui sont très longs, et donc on s'était posé la question notamment voilà, de l'hôtel hospitalier. Donc, on est en train de le mettre en place aussi. Ça fait partie des choses qui se sont imposées finalement, des questions qu'on a se poser. Donc, nous, on a tout à faire, hein, le salon d'accueil, le parcours du patient debout, la RAC. Voilà, il y avait vraiment tout à mettre en place. Donc, moi, j'étais très intéressé d'écouter les collègues et puis mes maîtres Christelle Conso et Séverine Moulet, parce que voilà, c'est tout des questions qu'on se pose, et avec Dounia Ladi, qui est notre cadre de santé qui est connecté, on a pris plein de notes et on va s'en servir. Voilà, sachant que bon, ces patients qui habitent très très loin, évidemment, ils sont peut-être un peu moins, ils relèvent un peu moins, ils doivent être hospitalisés plusieurs fois donc voilà, c'est des patients spécifiques. Et en fait, j'ai surtout une question à poser, peut-être dans l'Assemblée. Pour les patients qui sont inclus dans les essais cliniques, comment on va faire pour les inclure la veille de l'intervention? Est-ce que parmi les gens connectés, certains ont déjà répondu à cette question? À moins de les faire venir spécifiquement à l'hôpital pour leur faire signer le consentement, est-ce que vous avez déjà répondu à la question? Parce qu'on n'a pas le droit de faire signer un consentement le jour de la chirurgie, donc... Est-ce que tu évoques sur la participation à des études qui n'ont rien à voir avec les modalités d'admission, on est bien d'accord? Oui, tout à fait. N'importe quel patient, enfin moi, quasiment tous les patients sont inclus dans des essais maintenant. Donc, comment on fait pour les faire signer s'ils arrivent le matin? Alors, est-ce que vous avez déjà répondu à cette problématique? J'ai un peu des idées, mais je ne sais pas si les autres... Pour avoir inclus des patients dans des études, on les inclut le jour même, et la plupart des patients, on leur envoie les documents en amont, en consultation. Ouais. Parce que quand c'est des études programmées, on donne les informations en amont. Alors nous, on fait de la téléconsultation en plus, hein, dans l'optimisation. Donc, on leur envoie les documents, ils les lisent et ils les signent le jour de l'intervention. Mais je n'avais pas de notion que ça posait un problème
cette inclusion s'ils étaient informés en amont et qu'ils avaient eu le temps de poser Bah, les souvent, questions? c'est jusqu'à J-1, la période d'inclusion. Donc, Ouais, alors, je ne sais pas d'autres dans qui les participent à essais des études. randomisés, Parce par qu'en exemple. ambulatoire, on le faisait aussi. David, Hein. David, la problématique, elle est celle du consentement, et tu soulèves quelque chose en dehors des essais cliniques. On a de grosses difficultés à faire remplir ces 2 consentements successifs. Ouais, c'est ça. Nous, on en fait signer un au moment de la consultation chirurgicale, puis il est mis au dossier, mais effectivement, c'est chronophage le jour J de recueillir ce consentement, qu'il soit pour une étude clinique ou pour la chirurgie tout court. Et ça fait partie des choses qu'on doit rabâcher en permanence. C'est fait lors de la consultation d'anesthésie en principe chez nous, mais il y a toujours des gens qui ne l'ont pas rempli, qui s'en vont sans l'avoir rendu. Voilà. Et ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille, de diminuer la quantité d'administratifs et en tout cas de papier en préopératoire, que ce soit un consentement, mais toute autre forme de démarche administrative. Parce que j'ai du mal à imaginer de faire signer un consentement pour un essai à un patient en consultation, quoi. Ça prend beaucoup de temps, il faut qu'il puisse lire les 6 pages, qu'il puisse répondre on puisse répondre à leurs questions. Donc bon, le consentement Après, à l'opération, nous on le fait en consulte, ça c'est. Ouais. Je pense que on c'est est un obligé détail. d'attendre. C'est quand même un détail de la soirée parce qu'il y a quand même pas mal de questions sur l'organisation. D'accord. Je ne pense pas que ce soit la limite du J0, la participation à des études avec consentement long. Parce que ce que disait Christelle, c'était plutôt les consentements courts. Et je pense que toute la notion le de consentement aux soins. dématérialisation et de portail Ouais, tout à fait. patient et de choses en amont font que ce qui marche en ambulatoire, les structures qui marchent bien en ambulatoire, elles arrivent assez facilement à implémenter du J0. Hein. Il y a très clairement, il y a un lien dans la vision des choses, dans la transposition. C'est ce qui marche en ambulatoire, marche en J0. Et après, on a souligné les quelques difficultés de patients ou très lourds, ou très précaires, ou qui viennent de très très loin, où on n'a pas d'hôtel hospitalier. Mais la plupart des patients sont tout à fait éligibles à du J0. Hein. Oui, tout à fait. Non, vous voyez, c'est des contraintes un peu spécifiques à la structure que je voulais évoquer, parce que mais ça va au-delà de la procédure qui semble à l'évidence tout à fait indispensable. Merci, voilà, merci de nous avoir donné la parole. Il y a des questions là sur l'hôtel hospitalier. Moi, je peux juste dire ce qu'on a fait à l'IMM, c'est qu'on a contractualisé des accords tarifaires avec un hôtel Mercure qui est boulevard Brune, juste à côté. Et effectivement, c'est nos secrétaires qui réservent la chambre pour le patient, essentiellement en préopératoire et parfois en post-opératoire. Alors, il y a une question qui est très pratique sur comment s'organise la gestion des effets personnels des patients entre le site où ils arrivent pour le J0 et le site où ils vont être par la suite hospitalisés. Donc, bon, ça peut être intéressant d'avoir pour tous les établissements qui ont cette expérience, que vous puissiez dire comment c'est organisé chez vous. Alors, à la clinique Rémusa, vous m'entendez ou pas? Oui, très bien. À la clinique Rémusa, on a mis en place un système avec des valises à roulettes dans notre parcours de marche en avant. Le patient arrive et à l'étage d'accueil, que ce soit du J0, de l'ambulatoire ou de l'ambulatoire classique, et il a une valise à roulettes à sa disposition qu'il va sécuriser avec un lien, vous savez, des liens en plastique, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui va le sceller en quelque sorte. Et après, la valise va suivre le patient. Le patient part au bloc et quand il revient du bloc, soit la valise, il la retrouve dans sa chambre en retour en bus au 2e étage, soit il la retrouve dans sa chambre s'il est hospitalisé en hospitalisation complète. Et en amont, on prévient, bien entendu, le patient de limiter les effets personnels, notamment les objets de valeur. Enfin, ça, on est très vigilant à ça, parce que toujours, bien sûr, on ne veut pas se trouver dans cette situation. Ça marche très bien.
La Pitié, c'est des casiers à roulettes. Ça marche aussi, c'est le même système. Ils ont un code qui rentre, dans lequel ils mettent leurs affaires. Et quand le patient part au bloc, le casier remonte avec le patient, quoi. Alors, à l'IMM, c'est valise cabine EasyJet, quoi. Et c'est de la manutention, parce que la valise, en fait, elle doit être mise dans la chambre, enfin, à la destination du patient. Et comme c'est multispécialité, heureusement qu'on est un établissement non pavillonnaire, parce que effectivement, il y a de la manutention, c'est-à-dire que cette valise, elle est transportée par un aide-soignant jusque dans la chambre du patient, enfin jusqu'à la destination finale du patient, que ce soit dans l'unité mutualisée ou dans son unité de destination. Et bon, ça, c'est un peu une source de grognerie, on va dire, parce que bah, ça fait beaucoup de valises, quand ça fait 20, 30 patients, 30 valises, voilà. Il y a un élément. Excusez-moi, là, c'est encore l'équipe de Louis Mourier. Je suis le docteur Belma. Je suis avec ma cadre, notre cadre, Madame Beni Aladji. J'ai une question, parce que nous, on voudrait instaurer le J0 avec la RAC dans le service de chirurgie. Est-ce qu'il y a une expérience parmi vous tous qui n'est pas vraiment une plateforme de J0, mais c'est de l'instaurer dans le service avec une salle qui est dédiée, et pour que tout se fasse dans le service, avec le personnel aussi qui serait un peu qui serait dédié et formé pour la RAC et le J0 en même temps, ensemble. Alors, nous, on l'a fait un petit peu au mois d'août. Comme je disais, c'était un peu sauvage dans le service parce que c'est compliqué d'hospitaliser les patients la veille. Et en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on essayait de réserver une chambre dédiée avec des fauteuils. On bloquait une chambre. Et le problème, c'est que pour 2 patients, souvent, on n'a qu'une salle au mois d'août ou 2 salles. Pour 1 ou 2 patients et une infirmière qui s'occupe que des entrées, que pour le service, on ne peut pas avoir une infirmière pour voir 4 patients ou 5 patients dans la journée. On n'a pas assez de personnel pour faire ça. Et donc, au final, on se retrouvait à avoir les 2 infirmières qui s'occupent des 8 patients qui se détachaient pour aller accueillir les patients et faire ça. Donc, il faut avoir suffisamment effectivement, bloquer des lits et avoir une infirmière qui s'occupe que de ça. Parce que si elle fait autre chose, elle ne sera pas disponible. Elle ne pourra pas gérer la chose un peu rapide comme ça se passe en ambulatoire. Donc, il faut vraiment une infirmière qui fait que ça et qui n'est pas occupée à faire autre chose, si on le fait dans le service, je pense. C'est un cauchemar, hein. Si vous faites dans le service, pour l'avoir vécu, c'est un cauchemar. Le patient n'arrive jamais au bon moment. 7h30, ce n'est pas le bon moment pour arriver dans un service où il y a des patients qui ont été opérés la veille, qui ont des durées de séjour courtes, donc qui ont de nombreux soins qui commencent tôt le matin. Moi, je vous engage à ne pas partir sur cette voie-là, à faire un vrai salon avec un vrai personnel dédié et à mutualiser avec le plus possible s'il y a d'autres services. Mais l'arrivée dans le service, c'est une vraie déstabilisation. Ça se fait souvent dans les unités où ils sont accueillis en ambulatoire, et quand vous saturez l'ambulatoire, on se dit tiens, il va monter directement dans la chambre. C'est la plus mauvaise idée pour démarrer le bloc le matin. Je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Frédéric Le Sachet. On a fait cette expérience il y a 5 ans. On avait décidé, on avait bien implémenté l'ambulatoire, ça marchait bien. On avait décidé de faire du J0, on a voulu le faire dans le service. Au bout d'1 mois, ça a été la révolution chez les infirmières parce qu'elles n'y arrivaient plus. Et c'est franchement pas à faire. C'est pas possible. Donc, il faut absolument trouver une solution avec un salon, soit mutualisé avec l'ambulatoire, soit quelque chose dédié au J0, mais il ne faut pas le faire dans le service, je crois, franchement. Alors, le site unique ambulatoire, c'est génial, hein. Ambulatoire J0, tout réunir. Ouais. Quand on n'est pas pavillonnaire, ça marche très, très bien. Hein. Ouais. Excusez-moi, juste sur l'ensemble de l'assistance publique hôpitaux de Paris, on a effectivement un certain nombre de sites qui n'ont pas encore, comme on l'évoquait précédemment, de salons d'accueil en tant que tel. Très souvent, en fait, ils
commence par, on va dire, tester le modèle en intra-service. Et il est vrai que quand on monte en charge, ça devient compliqué de tout mener de front à l'intérieur du service. Mais on a beaucoup de sites, effectivement, qui commencent à entrer, en tout cas, et à s'acculturer, disons, de la démarche J0 en intra-service. Et comme vous le disiez, effectivement, ça génère de la disruption de tâches, etc. Enfin, voilà. Et ça peut être, on va dire, expérimenté, en tout cas, quand on a un tout petit flux patient. Et dès qu'on monte en charge et qu'on a un certain nombre de patients qui s'implémentent dans le modèle J0, effectivement, il faut ensuite trouver d'autres modalités d'accueil. Ça devient difficilement gérable en intra-service. Oui, ce qui est important là-dedans, c'est la notion de dédié. Il peut y avoir des lits dédiés dans un service. On ne va pas reconstruire tous les hôpitaux pour faire des salons. Il y a des gens qui peuvent le faire, il y en a d'autres qui vont avoir un peu plus de difficultés. Mais à partir du moment où il y a un espace dédié avec du personnel dédié, a fortiori quand on met en place le système, puisqu'après, quand il y a une grosse culture, on peut se permettre de… quand l'établissement est beaucoup plus habitué, le personnel beaucoup plus acculturé à ça, on peut probablement se permettre d'être un peu moins exigeant sur ces conditions dédiées. Mais en tout cas, au début, pour que ça fonctionne, c'est un prérequis absolu, qui est un site dédié, qui peut être dans un service, et qui est du personnel dédié. Je voudrais juste faire, il y a une question là qui est relatif à la formation du personnel, puisque tout le monde l'a dit, le personnel dédié, c'est une des clés de la réussite. Tout à l'heure, vous nous avez dit à Rémusa que vous aviez eu des besoins d'accompagnement du personnel soignant. En pratique, c'était quoi cet accompagnement du personnel soignant? Qu'est-ce que vous avez mis en place comme formation? C'était basé sur quoi? Enfin, si vous pouvez nous éclairer un peu, Éric Langon, mais il est plus là, ou Frédéric Le Sachet. Il est revenu. Voilà, Éric Langon. Ouais, vous nous avez parlé tout à l'heure d'accompagnement sur le personnel. Et il y a pas mal de questions sur le chat là, qui concerne la formation. Est-ce qu'il faut une formation spécifique du personnel? Ça, je ne crois pas. Mais comment vous avez fait, vous, en pratique à Rémusa, enfin à Drouot? Alors, la chance qu'on a eue, c'est qu'on a eu une grosse implication des praticiens, et que ce soit les anesthésistes ou les chirurgiens. L'autre spécificité, c'est qu'on est essentiellement autour de l'orthopédie. Donc, on va dire notre parcours, il est vraiment centré sur cette spécialité. Et les chirurgiens et les anesthésistes avaient une idée très précise du parcours, et tout s'est organisé autour du parcours qu'eux ont mis au point, voilà, ont mis en place. Donc, la formation, elle s'est faite par leur implication. Ce qui est sûr dans ces projets-là, c'est que si les médecins, là on a vu pas mal de chirurgiens qui rapportent les expériences, mais je sais que dans ces structures, il y a aussi beaucoup d'anesthésistes derrière qui co-participent à l'organisation des structures. Si les médecins, il y en a un qui bloque, que ce soit le chir ou l'anesthésiste, ça ne marche pas. On parle des examens, on parle des radios préopératoires, il y a plein d'éléments. Mais il y a un élément majeur, c'est qu'à un moment, il faut aller parler à des personnels, surtout dans des structures où vous changez le logiciel complètement. Il y a des endroits où l'évolution, elle s'est faite progressivement. Quand vous êtes dans un établissement où les patients restent en moyenne 10 jours de DMS, c'est sûr que quand vous passez à des DMS qui vont tomber à 1 jour et demi et des arrivées le jour même, les gens sont déstabilisés en pensant qu'ils maltraitent les patients. Et il va falloir accompagner et y croire. Alors nous, on y croyait, mais il faut y croire, il faut parfois apporter des arguments de la littérature médicale, mais aussi des expériences d'ailleurs. Et en 2019, quand on a fait du J0 quasi exclusif, on n'était pas les premiers. On n'était pas dans les derniers, mais on n'était pas les premiers. Ça existait déjà. Moi, quand j'étais à la Pitié, ça avait été mis en place dans l'année qui précédait. Pas au même niveau d'intensité, mais ça avait déjà été mis. Cette réflexion, elle avait déjà été amorcée. Et il y a pas mal d'établissements qui ont basculé. Et il y a vraiment parfois cette possibilité d'envoyer le personnel voir comment ça se passe ailleurs. Et je pense que ça, c'est essentiel. Et c'est peut-être un des messages qu'on peut passer. Des gens qui nous recontacteraient, on pourrait les accueillir dans ces structures qui ont basculé, que ce soit dans des hôpitaux, pour avoir des structures parfois qui nous ressemblent. Tout le monde ne travaille pas dans des petites structures, tout le monde ne travaille pas dans des CHU, mais peut-être aller voir dans des structures qui nous ressemblent, comment ça s'est mis en place. Ce qui est vrai, c'est sur la Pitié-Salpêtrière où j'ai travaillé, il y avait un écueil, Séverine l'a signé, c'est la disponibilité des chambres à la sortie de la salle de réveil. Parce que quand vous faites du J0,
pouf, ça ouvre à 7h30. Mais si vous ne posez pas la question de savoir où va aller le patient post-opératoire, parfois, il n'y a plus de lit. Si les urgences ont cannibalisé tous les lits de votre établissement. Et donc, il y a une vraie réflexion à avoir. C'est est-ce qu'on laisse les urgences occuper tous les lits? Et à ce moment-là, est-ce qu'on déprogramme certains patients? Est-ce qu'on bloque des lits pour pouvoir accueillir la première sortie de bloc? Et toute cette réflexion, oui, elle intervient dans les centres qui sont exposés à énormément d'urgences. Et elle peut déstabiliser et faire que certains disent « je ne veux pas trop aller vers le J0 parce que quand j'ai trop en J0, on m'annule mes patients et j'y tiens pas ». Moi, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, parce qu'il y a effectivement plusieurs questions sur le chat qui m'intéressent particulièrement, puisque moi, je travaille ni en CHU ni en libéral, je travaille dans un centre hospitalier général où on a une très grosse activité proportionnellement d'urgence, et où effectivement, là je vois un collègue qui dit les urgentistes vont cannibaliser les lits ou réquisitionner les lits, et c'est malheureusement ce qui nous arrive, avec une non-volonté des directions de s'opposer à ça, parce que voilà, on ne s'oppose pas aux urgentistes, sinon c'est la révolution dans l'hôpital. Donc c'est un vrai problème, et c'est pour ça que je posais la question à Séverine tout à l'heure. Est-ce que, bon, dans le CHU, la pitié c'est très grand, il y a beaucoup de choses, mais vous avez beaucoup d'urgences. Est-ce que vous êtes confronté à ce problème de temps en temps, et comment essayez-vous de le résoudre? Alors, la réponse est oui, on a des problèmes. Et Frédéric, qui était à la pitié, effectivement, au début de l'expérience, il y avait beaucoup de retard, notamment pour les patients qui n'avaient pas de lit quand ils remontaient du bloc. Il y a différents points d'action. C'est déjà d'anticiper les sorties la veille. On a changé un peu nos prises en charge. On fait beaucoup aussi de chirurgie endocrinienne. On attendait une calcémie à J1 qu'on ne fait plus, c'est-à-dire qu'on dose la parathormone, la J0, et on se fixe là-dessus pour dire le patient il sortira. Ils sortent tous à J0, à J1. Toutes les sorties sont anticipées la veille, et il n'y a plus le problème de il y a un bilan à J1 le lendemain, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'il sort, est-ce qu'il ne sort pas, il n'y a pas encore le lit. Donc à 9h, on sait que les patients sortent déjà, ce qu'on ne faisait pas en 2018. On attendait 11h, midi, et ça n'allait pas. Donc déjà, on anticipe, il y a un problème, tout un travail d'anticipation des sorties pour faire un turnover de patients. Ce qui veut dire qu'on a vraiment diminué et fait un turnover plus rapide, ce qui fait qu'aussi on a perdu des lits. Ce qui fait problématique pour les urgences, en sachant que on ne refuse pas les urgences, on ne va pas transférer un patient parce qu'on n'a pas de lit, et on a aussi l'avantage de pouvoir mutualiser nos lits et d'avoir un call center qui mutualise tous les lits du bâtiment, que ce soit l'orthopédie, les urologues, la gynéco et la digestif, ou si nous on n'a pas de lit, on va trouver un lit en urologie ou ailleurs, et au pire il reste un petit peu plus au réveil et on trouvera un lit. Donc il y a tout un système derrière de trouver des lits derrière, avec une personne qui est dédiée à faire ça toute la journée. Et je pense que le fait d'anticiper beaucoup les sorties et de ne pas laisser attendre un patient pour dire on va attendre 11h midi un bilan, c'est plus possible. Et dans la structure J0, il y a aussi, j'en ai pas parlé, mais il y a une création aussi de sorte de salon de sortie où on peut dire aux patients, on ne s'en sert pas beaucoup malheureusement, mais je pense qu'on devrait plus s'en sortir en disant le patient il peut descendre au J0 pour attendre que l'accompagnant vienne, libérer la chambre, faire le ménage et qu'à 10h, le lit soit disponible. Le patient qui attend l'accompagnant à midi, ce n'est pas possible non plus. Donc oui, il y a tout un travail de réflexion pour que le lit il soit utilisé à bon escient et qu'il tourne de plus en plus vite. Ce qui fait aussi qu'on a perdu des lits. Ça j'entends bien, et je crois qu'effectivement, il faut travailler là-dessus, prévoir les sorties, tout prévoir la veille, on le fait de plus en plus. En revanche, moi, j'entends bien les collègues qui nous disent, moi, si je mets le malade la veille à 16h ou à 17h dans le lit, je suis certain que ce lit ne sera pas vampirisé en pleine nuit par il sera d'autres vampirisé. spécialités, ou pire, par des hébergements de médecine. On a aussi c'est un vrai problème, et quand on explique aux administrations qu'il faudrait sanctuariser ces lits, c'est très compliqué. Ça ne doit pas être un frein, hein, mais c'est vrai que ça pose un problème dans certains établissements, nombreux. Ouais. Mais ça pose un problème même plus global, en dehors des prises en charge de patients urgents, puisque la vraie question, c'est de dire, ça nécessite une révision complète de la gestion des lits au sein de l'établissement.
puisque le lit qui n'est pas occupé, qui est réservé pour ce patient J0, qu'est-ce qu'on en fait? Il est occupé par quelqu'un d'autre, il n'est pas occupé, on a une réserve de lit, même dans un établissement comme le nôtre où il n'y a pas d'urgence, ça nous oblige à avoir une réflexion qui est très intéressante d'ailleurs sur la gestion globale des lits disponibles au sein de l'établissement. Donc ça aussi, c'est aussi, je mettrais ça au crédit de ce que peut apporter la politique de mise en place du J0. Oui, je pourrais dire aussi que pour ce qui concerne la gestion et la fluidité des parcours, pour pouvoir obtenir des lits, comment dirais-je, conventionnels d'aval du J0, pour être à peu près tranquille, il faut avoir un volet de régulation justement sur un hôtel hospitalier, parce que ça permet de voir que vous avez des malades que vous pouvez déplacer, faire sortir d'une zone d'hospitalisation conventionnelle pour le mettre en hébergement non médicalisé et de ce fait récupérer des lits pour l'aval du J0. Donc c'est effectivement une respiration de la gestion des lits et je suis tout à fait d'accord avec Marc, il faut bien revoir toute cette évolution parce que en fait, il y a 3 lits, hein, parce qu'on va en venir à une question qui m'est posée aussi sur le domicile, il y a le lit du domicile. C'est-à-dire que les lits en rapport avec l'hospitalisation, enfin avec l'hôpital, il y a le lit médicalisé qu'il faut préserver au maximum et en essayant de le mutualiser, de voir comment on peut l'organiser un peu mieux, en mettant le maximum de personnel, je crois que c'est vrai. Le lit d'hébergement non médicalisé qui permet, dans l'environnement hospitalier, de maintenir le malade dans le cas où on doit le recontrôler le lendemain, où le domicile est trop éloigné, etc. Puis il y a le domicile. Et donc, bien évidemment, maintenant, on a la possibilité de travailler avec ces 3 types de lits. Et je pense que c'est une évolution qui va donner beaucoup de respiration à cette problématique. Et le lit du domicile, bon, d'accord, mais encore faut-il qu'il y ait des respects d'une certaine hygiène, qu'il y ait des facilités pour intervenir, pour que des soignants, même libéraux, puissent intervenir facilement. Il y a des gens précaires. Donc, finalement, au fond, la variable d'ajustement, c'est le lit d'hébergement non médicalisé qui prend sa place dans le dispositif entre le domicile et le lit conventionnel. Voilà. Je pense que c'est vrai que c'est une réflexion. Alors, je peux vous donner à tous une information. Le ministère, en accord avec la DGOS, a lancé avec les fédérations hospitalières, avec l'Académie de médecine, l'Académie de chirurgie et les différentes sociétés savantes, une réflexion sur les parcours, les nouveaux parcours avec HTNM. Donc, hospitalisation conventionnelle de courte durée ou ambulatoire couplée à un HTNM selon les GHS et selon les GHM de chaque spécialité. Et donc, ce travail va permettre justement de commencer à bien réfléchir sur les parcours. Et on sait très bien que ça touche tous les types de GHS et tous les types de GHM à des degrés divers, avec des niveaux de sévérité essentiellement, bien sûr, au début de niveau 2, 3 ou 1, moins de 3. Mais voilà, donc ça, ce travail-là, on aura les retours, je pense, au printemps ou à l'été. Dès qu'on a les retours, on les diffusera. Je pense qu'il y a un travail de fond là-dessus et que ça fait réfléchir sur le parcours, le chemin clinique, qui inclut le domicile. Hein. On est tout à fait d'accord. Donc, voilà, dès que ces réflexions seront finalisées par le ministère, évidemment, on reprendra toutes ces conversations. Il y a un point important à souligner, et j'en termine, c'est le fait que l'hôtel, comment dirais-je, commercial actuel qui sert justement pour les premiers hébergements temporaires non médicalisés, n'a peut-être pas vocation à perdurer de façon définitive dans la mesure où s'il y a de plus en plus de malades concernés par le J0, par l'HTNM, etc., la coexistence entre les malades en nombre et puis les touristes, c'est peut-être pas… Voilà. Je pense que la solution, ça va être l'hôpital lui-même, qui va être amené progressivement dans ses restructurations à transformer une partie de ces bâtiments en rénovation, en construction, ou en réajustant, en réorganisant les lits d'hospitalisation classiques, de libérer de la place pour faire des lits d'hébergement temporaire non médicalisés qu'il pourra gérer ou déléguer en gestion. Ça, c'est prévu par la loi. La réglementation est très souple là-dessus.
Et donc, l'hôpital ou la structure peut créer ces lits d'hébergement temporaire non médicalisés et les gérer comme bon lui semble. Et donc, je pense que c'est un point très important qui va impacter les futures restructurations hospitalières. Je vous remercie. Jean, on ne t'entend pas. Tu n'as pas mis ton micro, Jean. Voilà. Non, je sais, mais je vous laissais parce qu'il reste quelques minutes et après je ferai une petite brève conclusion, mais c'était une soirée très intéressante avec l'expérience des uns et des autres, avec ces perspectives de Jean-Pierre sur d'autres solutions complémentaires. C'est vrai que pour l'instant, l'HTNM est à une place qui est encore pas très claire pour les uns et les autres. Et c'est vrai que ça peut être une solution lorsqu'il y a des difficultés pour les gens qui viennent de loin, mais aussi pour comme système intermédiaire avec le J0 un peu pas facile à mettre en œuvre initialement. Mais bon, c'est vrai qu'il est. Peut-être qu'on peut quand même conclure, Marc, Jean-Christophe. Oh là, excusez-moi. Marc, Jean-Christophe et Madame Soli. En fait, on s'aperçoit que finalement, la question du J0 et l'ambulatoire, on sent qu'on est exactement dans la même situation, c'est-à-dire qu'il y a les mêmes bénéfices pour tout le monde, c'est-à-dire d'abord pour le patient, mais aussi pour les équipes. On s'aperçoit qu'il y a une organisation qui est très structurée, il y a une qualité de prise en charge qui est vraiment très bonne. Il y a des contraintes ou des conditions qui sont très importantes, et avec d'abord une organisation très structurée, comme l'ont montré tout le monde. Christelle Conso, Séverine Noulet, on voit qu'il y a une organisation qui doit être très structurée. C'est un projet qui est porté par une équipe médico-chirurgicale, mais aussi par des soignants. Et sans ça, ça ne marchera pas. Et on voit qu'il y a toujours un porteur quand même, ou une porteuse du projet, comme on a vu là. Donc ça, c'est important si on a envie de donner le message pour les autres prochaines équipes. Vous l'avez noté, peut-être sans trop insister, mais on voit que la participation active des patients est fondamentale. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une information des patients claire, et c'est du temps, là c'est Frédéric Le Sachet qui dit oui, c'est du temps, la préparation c'est du temps, et donc ça il faut l'inclure dans nos consultations, dans notre organisation, et peut-être que des infirmières de parcours ou de consultation ont leur place dans cette information-là, je ne sais pas. Le quatrième point, c'est que, bon, on l'a compris, il y a quand même une nécessité de modification architecturale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire comme ça. Et moi, l'équipe de Louis Mourier, c'est vrai que je me suis dit, tiens, je travaille à Cochin en gynéco, et j'ai vu qu'à Cochin en gynéco, ils ne participent pas trop, Madame Boucheron pour l'instant. Mais le faire dans son service, c'est bien comme ça, pour réfléchir, pour voir ce qui va, ce qui ne va pas, mais ça ne fonctionnera pas. Il faut donc une modification de l'organisation architecturale et donc des parcours. Et puis le dernier point, c'était soulevé par, je pense, Monsieur Langon et puis Madame Conso. Les infirmières ont des nouvelles fonctions. Et c'est vrai qu'une infirmière qui suit le parcours, qui accueille les patients, qui les voit en post-op, ça crée un rôle de l'infirmière particulier qui ne sera plus le cas. C'est-à-dire qu'il y a des infirmières qui les accueillent, il y a 2 infirmières qui les voient en ambulatoire ou dans un autre service. Donc, ça signifie qu'il y a un travail de formation particulier, et je pense que votre expérience est très intéressante. Et sans quoi, ça ne fonctionnera pas. C'est pour cette raison que dans un service, ça ne peut pas fonctionner. C'est une formation un peu collective. Donc voilà, donc moi vraiment je vous remercie. C'était une fois de plus une soirée, enfin moi qui me passionnait. Je pense que je ne suis pas le seul parce que les questions sont venues les unes après les autres et entre vous. Donc merci pour votre travail initial. Le J0 n'est pas un problème qui est réglé, mais c'est une question qui nous qui sommes ici là, pas experts mais convaincus de l'ambulatoire. Vous nous avez convaincus pour le J0, donc il faut vraiment qu'on contribue à le mettre en place au niveau des établissements, au niveau de nos services. Donc, le 13 mars sera publié l'appel à projet de l'ARS Île-de-France sur l'admission à J0. Même si vous êtes expert, vous pouvez évidemment postuler. Et peut-être que ça pourra vous apporter quelques éléments, mais on s'aperçoit qu'il faut quand même un appui pour démarrer, soit qui est fait en interne, comme ça a été fait à la clinique Rémusat. Mais voilà, donc nous, on peut y contribuer.
Et vraiment, je vous remercie pour cette très belle soirée, une fois de plus passionnante. Donc, cette soirée a été enregistrée. Elle sera un peu remixée parce qu'il y a toujours des petites coupures. Et je pense dans une dizaine de jours, elle sera en ligne. Donc, vous pourrez évidemment en bénéficier et nous en bénéficierons tous en tout cas. Merci et puis bonne soirée et puis à très bientôt.